évidemment partir tout ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, comme je le dis, c'est la diversité sexuelle et la différenciation par rapport au genre. Je sais que vous aimez bien l'avoir en plein écran, donc voilà. Il y a des endroits où j'ai quand même beaucoup de définitions. Je ne vais pas toutes vous lire là, une après l'autre. C'est juste pour que vous ayez au moins le lexique. Hein? C'est surtout ça qui est important pour le cadre de ce cours-ci. Mais commençons par le début, hein, vraiment le début. Il y a deux grandes approches qui s'affrontent lorsque l'on traite la notion de sexe et en gros du comportement des individus en fonction de leur sexe biologique. Hein. Commençons comme ça, où on va voir un autre qui va l'affronter, cette approche-là, les comportements des individus en fonction du genre des personnes. On va voir ces deux approches complètement différentes. La première, qui s'intéresse au sexe des individus, le sexe donc biologique, c'est l'idée essentiellement que le fait que j'ai des hommes et des femmes hein, en société, hein, ici l'essentialisme, on est vraiment dans homme ou femme. On est assez restreint, on va discuter. Eh bien, c'est simplement l'idée que ça reflète l'évolution de l'espèce humaine, tout simplement, et que, oui, il y a des différences entre les individus, mais qui sont uniquement le produit de différences biologiques. Hein, donc, c'est sûrement ce qui a été longtemps, justement, la norme, et peut-être que c'est ce que vous entendiez, peut-être que vous entendez encore dans votre entourage. Hein. Les gars sont de même, les filles sont comme ça. Hein, l'espèce de gros classique. Il y avait un livre en psychologie, je crois, très douteux quand même. C'était Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Hein. C'est ce genre de livre-là qui a vraiment alimenté l'idée que s'il y a des gars, puis de fond, il y a des gars puis des filles, il n'y a pas d'autre chose. Puis c'est uniquement une question de biologie. Hein. Donc, c'est uniquement cette idée-là pour l'essentialisme. On a une version contemporaine de ça, c'est la notion de sexe des cerveaux. Hein. Les cerveaux auraient un sexe et j'ai quelques images dessus un peu plus tard. On va revenir sur cette version contemporaine de l'essentialisme. Il y a l'approche qui est constructiviste. Vous ne serez pas étonné, je suis un sociologue de l'UQAM, limite étiqueté comme étant un communiste. C'est évidemment celle qui m'intéresse davantage. Hein. La blague du communiste, c'est une blague. Là. Voilà. Eh bien, c'est l'idée que tout ce qui semble inné ou naturel, hein, notamment le genre, pour le cours qui nous intéresse, on va revenir sur la définition du genre, la notion d'ethnie, la notion de sexualité, la notion de déviance, c'est un construit social qui varie hein, vraiment d'une époque et d'une culture à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a quand même l'impression qu'il y a quand même des gars puis des filles, il y a quand même des choses qui sont normales, anormales? C'est vraiment les deux processus qui sont à l'œuvre. La socialisation, on a vu hein, au cours 2 de mémoire ou 3, j'ai oublié, qu'on intériorise ces éléments-là par notre éducation au cours de notre vie, hein, au sens large, et également le contrôle social, c'est-à-dire que quand on est considéré comme étant hors norme, on se fait ramener à la norme par des sanctions sociales négatives. Hein, t'as vu, elle ou lui, il est bizarre. T'as-tu vu, ça n'a donc bien pas de bon sens. T'es-tu un gars, t'es-tu une fille? Il me semble, habille-toi comme du monde. On a un peu ce genre de commentaires-là qui ramènent les individus à la norme. La norme qui, évidemment, ici, on va remettre en question. Donc, on a un peu cette idée-là avec le constructivisme. Donc, deux grandes approches qui s'affrontent. Dans le cadre de ce cours-ci, on va évidemment davantage privilégier l'approche du constructivisme. Excusez-moi, si on demeure dans l'essentialisme, hein, revenons un peu sur ce qu'il s'agit de déconstruire, eh bien, on aurait des rôles sociaux, hein, comment est-ce que les gens doivent, quelles sont les tâches que les individus doivent faire en fonction de leur sexe, et qui est très, très précis pour chacun des sexes, et également des traits de caractère qui sont associés aux hommes ou aux femmes en fonction de la biologie. Les femmes se spécialiseraient dans l'éducation des enfants, la promulgation des soins, la gestion du foyer, hein, tout ce qui est relatif à l'intérieur de la maison. On est dans le stéréotype, hein, vous en conviendrez, mais qui serait explicable uniquement par la biologie. Et on est davantage dans le domaine relationnel. Hein, donc, on a vraiment ces idées-là pour le rôle social qui serait associé aux femmes. Pour les hommes, ce serait l'image un peu du pourvoyer salarié. Hein? En gros, tout ce qui a trait à l'extérieur, et on est davantage dans le domaine d'action. Hein? Donc, on a un peu ces deux idées-là pour les hommes et les femmes. Là, si certains d'entre vous se disent, ça n'a donc pas de bon sens, ce que tu es en train de dire, ça s'en vient, inquiétez-vous pas, on va vraiment remettre ça, évidemment, en question.
On a des traits de caractère également qui seraient associés aux hommes et aux femmes. Hein. Les femmes seraient plus affectueuses, sensibles, émotives, prudentes, rusées, plus tendance à être soumises, dépendantes. Hein. Si vous commencez à sentir un peu l'agacement, c'est absolument normal, mais plus intuitive, compatissante. Vous voyez un peu l'idée. Hein. Donc, on a un portrait, si on veut. Ça vient du sexe biologique, on a des rôles et on a des traits de caractère en fonction de notre sexe biologique. De l'autre côté, le caractère chez les hommes, plus agressif, plus endurant, plus téméraire, plus indépendant, plus autonome, plus rationnel. Hein? Donc, vous voyez un peu sûrement les stéréotypes que vous avez évidemment entendus dans votre entourage. On va voir que ça a de l'importance pour plus tard. Dans la notion de plafond de verre, par exemple, cette idée que dans les entreprises, les postes de direction sont davantage destinés, si on veut, ou donnés aux hommes plutôt qu'aux femmes, ben, il y a justement ces traits stéréotypés-là qui jouent énormément. Hein? Pourquoi est-ce que je donnerais un rôle de PDG à quelqu'un d'intuitif, de dépendante, de soumise et de sensible? Ça n'a pas de sens pour ces individus-là dans le boys club, si on veut, autour de la table de décision. Donc, on voit que même si on peut vraiment remettre en question ces éléments-là, ça demeure profondément imprégné dans l'esprit des individus. Commençons tout de suite par la notion du sexe des cerveaux, hein, que vous avez peut-être déjà vu, qui était avancée dans certains courants en neurosciences, en neuropsychologie, hein, qu'on fait de la psychologie, mais on s'intéresse véritablement au cerveau. C'était une thèse qui était amenée voulant que je fais des scans de cerveau, quelqu'un dans une grosse machine qui fait des scans, et j'aperçois quelque part que les cerveaux ne sont pas câblés de la même manière. Hein? Les connexions neurales ne sont pas faites pareil si j'ai un homme ou une femme. Hein? Ça a été avancé longtemps, cette hypothèse-là, et jusqu'à tout récemment. C'est-à-dire que le cerveau dit homme, si on veut, serait bleu et l'autre qui serait orange pour la femme. Vous voyez qu'effectivement, chez l'homme, j'ai un câblage, hein, donc les lignes bleues, essentiellement de haut en bas, si on regarde l'image à votre droite, et si on veut, à votre gauche également, on voit que c'est à l'intérieur de chaque hémisphère. Hein, tandis qu'on a, disons, plus transversal chez la femme, hein, les cerveaux qui sont situés en bas de l'image. Donc, on aurait vraiment une différence qui serait ici, bien, regardez, la science dit qu'effectivement, on a des cerveaux complètement différents qui amènent également des aptitudes complètement différentes. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut critiquer par rapport à ces études-là. Premièrement, ce n'est pas des cerveaux de bébés que l'on prend. Hein. Ce sont des cerveaux d'adolescents, autour de 14 ans environ. Et ces cerveaux-là, il y a personne, des individus qui ont déjà été socialisés. Ils ont déjà vécu la socialisation genrée, hein, c'est-à-dire qu'on va privilégier certaines activités, on va avoir certaines attentes avec les enfants en fonction de leur sexe biologique. Donc, bien, nécessairement, ça va se répercuter par la manière par laquelle le cerveau va se modeler. Hein. Vous n'avez pas tout à prendre ça en note. Hein. C'est vraiment juste l'idée, on regarde un peu, on essaie de déconstruire un peu l'essentialisme. Donc, bien, nécessairement, si quand vous êtes plus petite, ben, on vous a fait jouer aux poupées, on vous a fait jouer, mettons, à la fameuse petite cuisinière, des choses comme ça, ou dans l'autre côté, on vous donne des Legos et on vous fait jouer à la guerre, vous allez développer des aptitudes différentes en grandissant qui vont se répercuter sur votre câblage cérébral. Mais l'idée qu'on oublie souvent et qu'on se rend compte de plus en plus avec les recherches, c'est que le cerveau est un organe, comme les autres, qui est particulièrement plastique. Hein? C'est-à-dire qu'on appelle la plasticité du cerveau. Ça veut dire que le cerveau, tout au cours de l'existence des individus, va se modifier en fonction des événements, en fonction des expériences, en fonction de ce qui va faire concrètement cet individu-là. Hein? Donc, on voit quelque part que c'est la matérialisation dans le cerveau de la socialisation genrée, des intérêts qu'on a davantage développés, hein, sur un sexe plutôt qu'un autre. Donc, l'argument des cerveaux féminins et masculins, il faut véritablement mettre ça de côté. Et également, on a fait des recherches, on s'est demandé un peu, est-ce que les personnes à l'aveugle, spécialistes évidemment, pourraient deviner, est-ce que c'est un cerveau d'homme ou de femme? Ben, ils n'étaient absolument pas capables. En gros, le problème qu'ils avaient, c'est qu'il y a autant de variations dans les cerveaux à l'intérieur de la catégorie homme que dans la catégorie femme. Donc, à ce moment-là, on a encore une fois un problème à dire, c'est dans le cerveau, donc c'est biologique. Il faut arrêter, chacun reste dans son sexe. Il faut arrêter de revendiquer les rôles ou les traits de caractère qui est associé à l'autre sexe. Hein. Restez chacun à votre place. En gros, c'est le message que malheureusement, on peut lire entre les lignes de ce type d'approche-là.
Donc, quelques arguments qui vont à l'encontre de l'essentialisme. Ben, premièrement, on se rend compte que c'est énormément variable, c'est très culturel, ce qui est associé à chacun des sexes. Hein, on va dire éventuellement à chacun des genres, plus on va avancer dans le cours. Premièrement, ben, les sociétés qui sont les plus égalitaires, ben, on voit que les rôles sont également moins stéréotypés. Hein, c'est-à-dire que ça va pas, on n'a pas de gêne de la tondeuse et du gêne de sortir les poubelles et de gêne de la vaisselle, ça n'existe pas, ces éléments-là. C'est essentiellement l'idée que c'est associé à la culture, à la société dans laquelle vivent les individus. Hein. Également, on se rend compte que les fameux traits qu'on a vus un peu plus tôt, les traits de caractère, vous dites, ben, moi, je suis quand même indépendante, je suis quand même rationnelle, je suis quand même athlétique, je suis quand même. Vous voyez un peu l'idée. Hein? Qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis les années 1965, en Occident, les femmes développent davantage de traits masculins. Pourquoi? Hein? Déjà, ce ne serait pas possible, c'était uniquement biologique. On voit qu'il y a quelque chose dans la culture qui a changé. Qu'est-ce qui a changé majoritairement en 1965 dans la culture? Ben, c'est essentiellement l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. Donc, à ce moment-là, ils ont effectivement été confrontés à d'autres environnements sociaux. Bien, nécessairement, tu vas développer des traits caractères en fonction de ce qui tu vas être amené à faire comme rôle social à l'intérieur de ta société. Également, l'essentialisme a une lecture particulièrement binaire de la réalité. Hein? Donc, on a homme, femme. Et on voit que ce postulat est davantage un postulat qui est social plutôt que scientifique. En gros, ça ne repose sur absolument rien de scientifique. C'est un postulat social, c'est-à-dire que culturellement, on considère qu'il y a des hommes et des femmes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va en rediscuter dans quelques instants. Donc, l'essentialisme, on a vu que pose problème parce que si c'était naturel, ça serait pareil partout. Hein? C'est naturel aux humains de respirer de l'oxygène. Tous les humains dans toute la planète respirent de l'oxygène. La notion de comportement et de caractère, si on veut, en fonction du sexe, on voit que ça varie selon les sociétés, selon les époques. Donc, ça ne peut pas vraiment être quelque chose de naturel, c'est quelque chose de culturel. Également, la notion de gène. Elle ne peut pas expliquer la distribution sexuée des tâches et des rôles sociaux. Ça veut dire qui doit sortir les vidanges, passer la tondeuse, faire la vaisselle, s'occuper des enfants. Mais ce n'est pas une question de génétique. Hein? On a véritablement davantage une distribution ici qui est sociale, des tâches et des rôles sociaux qui va varier selon les fameuses sociétés dans lesquelles les individus vont évoluer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de gène théorique selon la perspective essentialiste pour les hommes de s'occuper des enfants, et pourtant, on voit que de plus en plus d'hommes s'occupent des enfants, font des tâches domestiques, font des tâches d'éducation, et ça ne semble pas leur poser nécessairement problème. On va en rediscuter sur l'inégalité dans la distribution des tâches domestiques, mais au point de vue de leur corps, de leur biologie. Ils sont capables de passer la vaisselle sans qu'ils s'effondrent au point de vue moléculaire. Là, ça ne pose pas trop de problèmes. Après ça, ce qu'ils veulent le faire, c'est une discussion qu'on va avoir un peu plus tard. Dernier argument également, quelque chose qu'on met totalement de côté avec la notion de l'essentialisme, c'est la question des rapports de pouvoir. C'est-à-dire que l'essentialisme, l'idée que c'est dans la nature, c'est dans les gènes, c'est la biologie, c'est un discours qui, même si ce n'est pas voulu, va naturaliser les rapports sociaux de sexe. En gros, c'est normal que ce soit les hommes qui travaillent à l'extérieur, qui aient les postes de direction, et que les femmes, quand ils ont plus que 2 enfants, vont davantage avoir du temps partiel pour rester à la maison, pour s'occuper des enfants. On a tendance à naturaliser ça et de considérer que ça va de soi. Hein, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. C'est une question de biologie et de gène. Hein, donc, on voit un peu que ça pose problème, ça met totalement de côté la notion des rapports de pouvoir qu'il y a encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes à l'intérieur de la société. Également, ça met de côté la notion de privilège qu'on va aborder un peu plus tard. Hein. Je peux donner un petit exemple. Parmi vous, je peux peut-être répondre, il y a quelqu'un qui a levé la main, je crois, Amélie. Oui, petite question, en fait, quand on dit naturaliser, là, c'est normaliser dans le fond? De considérer que c'est normal, puis qu'on ne peut pas, étant donné que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les sociétés, on ne peut pas la remettre en question.
Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on naturalise. C'est que ce n'est pas un débat social à avoir, c'est quelque chose de naturel qui va de soi. Donc, il n'y a pas de... En gros, les féministes n'ont pas raison de se battre. Sont contre nature dans ce cadre. OK. Merci. Mettons, je prends la question de privilège qu'on va aborder un peu plus tard, qui est totalement mis de côté. Ici, bon, vous êtes tous des femmes dans la classe. Eh bien, qui parmi vous n'êtes absolument pas inquiété de revenir chez eux tard le soir après être sorti dans les bars à pied? Moi, j'ai pas peur. D'ailleurs, moi, j'emprunte toutes les ruelles mal éclairées du quartier pour venir chez nous, puis je n'ai absolument jamais peur. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde ici pourrait dire? Ben, c'est sûr qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas peur. C'est absolument normal. Vous n'êtes pas tous pareils parce que vous êtes des femmes, c'est pas ça l'idée non plus. Mais je suis convaincu qu'en proportion, si je prends, mettons, une grande population, mettons, composée de 500 hommes et de 500 femmes, d'un point de vue biologique, eh bien, je suis convaincu qu'il y a un peu plus de femmes qui ont peur que d'hommes justement, de se promener tard le soir dans la rue. Hein? D'ailleurs, ils vont développer souvent des stratégies, la fameuse appel téléphonique, je suis au téléphone, mais il n'y a personne au bout de la ligne, mais j'ai l'air occupé, de se promener avec les clés dans sa poche et de les tenir dans sa main pour être certain d'être à l'affût. Ben, la notion de privilège, c'est que la majorité des hommes n'ont jamais même à se poser la question: est-ce que ma conduite est conforme? Est-ce que mon habillement est conforme? Est-ce que, vous voyez un peu l'idée, la notion de privilège qu'on va aborder un peu plus tard. Donc, l'essentialiste a tendance à balayer ça du revers de la main, puis de se dire, ben non, il y a des personnes plus nerveuses puis des personnes moins nerveuses. On oublie que la majorité des nerveuses sont tous du même côté du spectre. Hein? Donc, évidemment, ça pose problème. Donc, revenons un peu, hein, la notion d'essentialisme, évidemment, donc, pose problème. On va donc s'intéresser davantage à la perspective constructiviste, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sexe, mais on a des genres, des éléments qui sont culturellement associés aux individus en fonction de leur sexe biologique. On va voir que ce n'est pas un automatique et c'est quelque chose de culturel, donc qui varie énormément avec le temps. Excusez-moi, donc... Et là, ici, on va essayer de distinguer un peu 4 notions qui, des fois, on peut les voir comme étant intriquées, hein, mais quand même, on va voir que c'est des choses qu'on voit quand même assez différentes. Donc, la notion de genre, on va mettre de côté la notion de femme et d'homme, on va s'intéresser à la féminité et la masculinité, hein, ce qui est un construit social. Donc, le genre, comme je dis, c'est un construit social, hein, qui désigne les différences entre les sexes, mais qui sont inculquées par la socialisation et qui sont attribuées à la féminité et à la masculinité, hein, ou tout autre genre situé entre ces deux pôles. Hein. On va regarder un peu plus tard, mais c'est comme si, dans la notion de genre, qui a longtemps uniquement pensé féminité et masculinité, on voit qu'aujourd'hui, c'est un peu plus complexe, mais on a vraiment l'idée qu'on construit une féminité, on construit une masculinité avec des traits qui y sont associés et on l'inculque de cette manière-là aux enfants. Une fois devenus adultes, processus normal de la socialisation, ces individus constatent que ça va de soi, c'est absolument normal de se sentir ainsi, d'agir ainsi et d'avoir telle ou telle attente en fonction de notre genre. Donc, ce n'est pas comme si c'était par-dessus nous, ça fait évidemment partie de nous parce qu'on a été socialisés de cette manière-là. Le rôle de genre, mais là, c'est justement, c'est quoi les rôles que l'on associe aux hommes et aux femmes? On l'a vu un peu plus tôt, dans les sociétés plus traditionnelles, comme au Québec, disons, première moitié, jusqu'en 1970 environ, c'était pas très compliqué. L'homme est le salarié pourvoyeur qui travaille à l'extérieur, un peu comme j'ai dit un peu plus tôt, tandis que les femmes sont davantage associées au rôle de ménagère et d'éducatrice des enfants. Hein, donc, on a vraiment ces rôles-là qui sont associés au genre, et encore une fois, c'est particulièrement culturel. Hein? Et d'ailleurs, ça a été alimenté énormément par l'idée que les hommes vont à la chasse et les femmes vont à la cueillette. Hein? Si on veut l'espèce d'image du chasseur-cueilleur, mais ça a été énormément alimenté pour ça. Et pourtant, on trouve de plus en plus de squelettes de femmes qui sont mortes à la chasse. Hein? Mais pendant longtemps, on mettait ça de côté, hein, quelque part, parce que ça gênait cette espèce de vision traditionnelle qu'il fallait absolument conserver. Donc, rôle de genre, c'est comment est-ce que les personnes doivent quelque part se conduire, hein, au point de vue de leur personnalité, hein, personnalité féminine, masculine, des attitudes, des comportements, de leurs valeurs également, qu'on associe à chacun des genres. Hein. Donc, encore une fois, ici, particulièrement culturel. Et quand même, on a un gros mécanisme de contrôle social qui est les sanctions négatives. Ces personnes-là qui ne se conforment pas, quelque part, à leur genre traditionnel féminin ou masculin vont subir des remontrances, des commentaires négatifs également qui vont être associés.
L'identité de genre, elle, eh bien, c'est davantage, relève davantage de l'expérience privée, hein, de la perception que l'individu va avoir en fonction de son identification et de la catégorisation sociale. Comment moi je me situe par rapport au fait d'avoir été catégorisé comme homme ou femme? On voit que c'est beaucoup plus complexe que seulement homme ou femme. On voit qu'il y a une multiplicité d'identités de genre et qu'à quelque part, ça explose les identités de genre. Pas parce que les gens aujourd'hui font n'importe quoi puis qu'on perd un peu là, dans le bon vieux temps où il y avait des hommes et des femmes. C'est simplement l'idée qu'on avait déjà un peu vu hein, dans le dernier cours, on construit des catégories. Hein, mais c'est comme si ici, on prend tous les humains, il y a juste deux catégories dans lesquelles on peut les classer. On les classerait uniquement en fonction de leur sexe et les personnes ne peuvent pas être en deux catégories, avoir une autre catégorie. Donc, c'est un problème ici qui est davantage culturel et social, c'est-à-dire qu'on a davantage de catégories parce que les comportements humains sont beaucoup plus nombreux que les deux seules cases, féminité, masculinité, homme ou femme. Donc, on voit un peu cette multiplicité-là derrière moi. On va en rediscuter dans quelques instants. Et enfin, dernier élément, l'expression de genre, c'est la manière par laquelle la personne va exprimer son genre et va davantage être associée aux modifications corporelles, aux choix esthétiques. Ça peut être l'habillement, la façon de se conduire en général, comment que la personne, dans son comportement, hein, va s'attribuer, si on veut, des éléments associés au genre. Donc, on a vraiment ces quatre termes-là qui souvent on met un peu ensemble. On appelle ça le genre général, mais on voit quand même qu'il y a des différences. Le genre, c'est vraiment cette idée-là qui va se substituer à la notion de sexe telle qu'on l'entend souvent. Rôle de genre, c'est quoi? Comment faut que tu te comportes en général au quotidien? L'identité de genre, qui es-tu? Comment toi tu te positionnes par rapport à la catégorisation sociale? Et l'expression de genre, comment au quotidien, hein, dans tes comportements concrets, hein, tu vas agir et qu'on peut associer à chacun des genres et on va voir qu'il y en a plus que deux, évidemment. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est relativement clair, même si on a quand même eu là, beaucoup d'éléments d'information? C'est pas si pire. Vous me suivez bien? Super. D'ailleurs, je ne vous demanderai jamais d'apprendre ça tout par cœur. Hein. C'est vraiment l'idée. Je vous l'explique, vous allez toujours pouvoir avoir recours à vos notes de cours sans aucun problème. Hop, et voilà. Et c'est un peu ça qu'on va voir, hein? C'est-à-dire qu'on a eu longtemps deux seules catégories, hommes-femmes, et on va voir également qu'on avait une seule catégorie, surtout qui était hétérosexuelle, mais qu'à la limite, peut-être qu'il y avait l'homosexualité. On va voir qu'aujourd'hui, ça explose. Pourquoi? Parce que les comportements des individus, la multiplicité des manières de se comporter et d'être au quotidien ne rentrent pas dans les cases qu'on avait tout simplement construites. Donc, on va prendre l'expression, ça c'est très drôle parce que autant que les personnes hétérosexuelles et dont le genre correspond avec leur sexe biologique aiment donner des étiquettes aux autres, ils sont très agacés d'en recevoir. C'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de cisgenre. Hein? C'est-à-dire, au lieu de ces personnes-là dire on est normal, non, tu es une personne cisgenre, hein? Tu as une étiquette à quelque part comme les autres. Et c'est qui cette personne-là? Ce sont des personnes dont l'identité de genre correspond à, excusez-moi, l'identité de genre correspond à son expression de genre. Hein, et le plus souvent va correspondre également à son sexe biologique. En gros, c'est ceux qu'on pense les gens ordinaires, entre guillemets. Hein. Pourquoi ça pose problème? Mais c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle la cisnormativité. On appelle les normes, c'est des espèces de règles de conduite plus ou moins arbitraires, mais il y en a également une sur les expressions de genre qu'on va appeler la cisnormativité. C'est simplement l'idée hein, qu'on va considérer tout simplement que grand pan de la société va toujours, encore une fois, considérer que les normes, les pratiques et les croyances qui vont amener à encourager les personnes sur l'idée que la majorité des personnes, et même toutes les personnes, sont des personnes cisgenres et sexe égale genre. Hein, donc, c'est une forme de normativité sociale, une espèce de moule dans laquelle on est amené à penser que moi, si j'ai un pénis, je suis un garçon. Si je suis un garçon, je dois agir de telle ou telle manière. Donc, je dois avoir tel comportement. Je dois m'écraser sur ma verre, passer à la tondeuse, puis de vouloir avoir une job dans une shop pour conduire des lifts. Hein, en gros, c'est là, je fais une caricature, vous en conviendrez. Mais on a un peu cette norme-là qui amène à considérer que tout le monde est comme ça. Les autres, c'est des bizarres et des étranges. Hein. Pendant longtemps, malheureusement, la psychologie a joué ce jeu-là en étiquetant tous ceux qui n'étaient pas
hétérosexuel et cisgenre comme étant anormal. On a vu un peu avec le cas de l'homosexualité, par exemple. Pendant longtemps, a été considéré comme un problème de santé mentale dans le DSM-3. Donc, on a un peu cette normativité-là qui va invisibiliser les personnes qui sont hors de la norme, mais également ont tendance à les discriminer. C'est assez récemment qu'on a dans les films, les téléséries, des personnes qui sont, par exemple, qui peuvent être des personnes queer, par exemple, des personnes appartenant au grand mouvement LGBTQI2A, je l'ai eu ce coup-ci, donc qui appartiennent à ceux-là qu'on les voit au petit écran et qui ne sont pas stéréotypés également. Et il y en a quelques-uns d'entre vous qui auraient vu la fameuse série, là, excusez-moi, l'émission de télé La Petite Vie dans le temps. Une espèce d'émission un peu cliché quand même, vous en conviendrez. Bon, mais c'était quand même, dans le temps, je trouvais ça bien drôle. L'humour vieillit très mal. Aujourd'hui, si vous regardez ça, vous allez dire « Ouais, c'est pas écœurant, parce que l'humour est profondément culturel, c'est associé à une époque. » Mais il y a quelque chose qui a encore plus mal vieilli, c'est le fameux personnage de Jean-Loup. Le personnage homosexuel à l'intérieur qui est particulièrement stéréotypé. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a des personnes qui sont, entre autres, homosexuels. Ce n'est pas uniquement ça leur rôle à jouer d'être l'homosexuel de service, par exemple, ou d'être le queer de service. On voit que ça devient davantage banal dans les émissions, puis c'est ça qui est quand même intéressant. Patricia, tu avais levé la main, je crois. Non, c'est correct. Tu peux commenter, on peut jaser, discuter. Vas-y, gêne-toi pas. Ben, c'était noir dans le fond. C'est juste que moi, j'écoute La Petite Vie depuis que j'ai 10 ans, tous les soirs, avant de me coucher. J'ai 25 ans, puis j'écoute encore ça. Je trouve que ça a très bien vieilli. Ah, OK. Non, parce que des fois, il y a des références que tu fais. Les jokes, tu sais, je le sais, mais tu sais, maintenant, c'est parce qu'on n'a plus le droit de faire des jokes, tu sais, comme, mettons, si on prend Mike Ward avec le petit Jérémy, tu sais, maintenant, les jokes, on dirait qu'il faut les censurer en vieillissant, mais tu sais, tu peux... Moi, je suis pas d'accord avec le fait de couper des... Tu sais, c'est des jokes. Là, tout à fait, mais il y avait l'idée, par contre, qu'il faut quand même le souligner que... je ne parle pas du créateur de La Petite Vie en particulier, mais à l'époque, il y avait l'idée qu'on les invisibilisait à quelque part, puis ces gens-là n'existaient pas, qu'on ne pouvait même pas les blesser parce que ils n'existent pas ou très, très peu. Donc, on voit que ces gens-là existent. On a l'idée qu'il ne faut pas non plus... comment dire ça, violenter les personnes. C'est comme il faut se calmer. Mais en même temps, on pourrait ajouter quelque chose qui participe énormément à la dynamique, c'est toute la dynamique des réseaux sociaux, qui serait un autre débat qui amène à l'idée que on peut y avoir des groupes relativement mineurs, mais qui ont l'air d'avoir vraiment un poids absolument énorme. Donc, il y a également ça qui joue là, à ce niveau-là. Excusez-moi. Donc, la notion cisgenre, c'est l'espèce de les gens ordinaires, en quelque part. Je suis moi-même une personne cisgenre. Il n'y a pas de mal à être ça. Ce n'est pas ça l'idée. Mais on va essayer de catégoriser un peu ces individus. Il y a également, vous avez déjà entendu probablement le terme queer. Ça vous dit sûrement quelque chose. À la base, c'est assez intéressant. À la base, c'était une insulte. On disait à quelqu'un, t'es queer, c'était une insulte, c'est-à-dire un étrange, un peu commun également, mais c'était surtout quelqu'un de vraiment weird puis de fucké. C'était pas quelque chose de positif. Et on voit que c'est assez intéressant, c'est-à-dire que ces mouvements-là se sont réappropriés le terme, puis ils en ont fait quelque chose de positif. Donc, on voit ici des éléments de langage, leur interprétation varie également selon les époques. Puis on peut regrouper ces individus-là, quand même, il faut toujours faire attention à la catégorisation sociale, comme étant des personnes qui n'adhèrent pas à la division binaire. Cette espèce d'idée-là, genre qu'il y a homme-femme, on voit que c'est beaucoup plus complexe. Donc, il y a tout un espace entre les deux pôles qu'on peut considérer comme étant masculin et féminin, même si on peut quand même remettre en question l'existence même de ces pôles-là. Donc, c'est ce groupe-là qui se réapproprie, donc on peut dire un peu tout ce qui est non-binaire peut être considéré également comme queer. Donc, c'est un peu ce terme-là qui va venir englober. Mais on va voir que c'est un terme qui... comment dire ça? On va voir un terme qui... c'est toute une réalité sociale qui a tendance à exploser, à foisonner à quelque part. On va voir qu'on a davantage de termes là, qui sont évidemment plus spécifiques.
J'ai mis évidemment le fameux acronyme où est-ce qu'on a le LGBTQI2A. Je vous ai mis dans l'ordre, des fois, juste pour s'en rappeler, parce que ça commence à devenir un peu complexe. Les lettres s'ajoutent, pas parce que ces gens-là sont étranges, mais parce que la réalité est beaucoup plus complexe que le nombre de cases dans lesquelles on peut rentrer les individus. Donc, cet acronyme signifie donc des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, queer, intersexes, bispirituels, ainsi que leurs alliés. Le A étant pour alliés. Donc, on voit également que dans cette étiquette-là, on est à la fois des identités de genre et également des orientations sexuelles, mais qui fait une espèce de point de ralliement, à quelque part, pour les individus qui militent à l'intérieur de ces mouvements de reconnaissance de ces individus-là et de même d'obtention de droits. On a pensé notamment au mariage gay qui n'est absolument pas réglé, notamment en France, où est-ce qu'il y a encore des manifestations pour empêcher les homosexuels de pouvoir se marier, et également pour l'adoption des couples qui sont excusez-moi, qui ne sont ni cisgenres ni hétérosexuels. Donc, le combat n'est évidemment pas terminé. Également, les personnes trans, également, qui est une espèce d'abrégé de trans. Excusez-moi, je vais juste enlever ça ici, ça m'agace un peu. Donc, c'est simplement l'idée qu'une personne dont l'expression et l'identité de genre ne correspond pas au sexe biologique ou assigné à la naissance. Donc, c'est une réalité qui est beaucoup plus vaste qu'on peut imaginer. Ça peut être des personnes qui ont entamé ou complété une transition afin de faire correspondre leur sexe biologique et leur identité de genre. Ces démarches-là sont évidemment médicales, mais également sociales ou légales. Par exemple, pensez au changement de nom, par exemple, au changement du permis de conduire. Ces individus-là peuvent vouloir faire ces choses-là. Mais dans certains milieux, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir eu le traitement hormonal ou la chirurgie de réassignation sexuelle pour être considéré comme étant une personne trans. Donc, c'est beaucoup plus large et foisonnant que l'on peut imaginer. Ce n'est pas simplement l'idée que les personnes, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas le corps, si on veut, dans lequel ils se reconnaissent et qui vont avoir une démarche pour pouvoir y correspondre, pour, à quelque part, se conformer aux normes qui existent. Mais on voit quand même que dans certains milieux, on peut être compté comme une personne trans, même si on n'a absolument pas l'intention, ni la volonté, ni avoir déjà entamé des traitements hormonaux ou, encore une fois, de vouloir subir une chirurgie. Donc, encore une fois, beaucoup plus large que la simple chirurgie et l'assignation. Maintenant, allons dans les identités. Continuons encore avec les identités de genre. Vous avez déjà entendu parler de ces différents termes-là. Par exemple, ici, j'ai l'identité, disons, androgyne, ça veut dire qu'on se trouve à quelque part dans un espace entre les deux dits pôles féminins et masculins. Alors, souvent, les personnes qui ont apparence vont présenter des aspects qui sont associés à ces deux pôles-là. Les personnes qui sont intersexes également, des personnes qui possèdent un sexe biologique, encore une fois, assigné à la naissance, qui ont des caractéristiques qui ne sont pas uniquement féminines ou masculines. Habituellement, c'est aujourd'hui le terme qu'on utilise au lieu de les personnes dites hermaphrodites, qui est l'espèce d'ancien terme là, qui n'a pas vraiment de sens. Là, donc, on utilise aujourd'hui le terme intersexe. Également, identité de genre qui peut être également fluide, c'est-à-dire donc l'identité de genre, l'orientation sexuelle peut être changeante et absolument inclassable. On appelle, disons, en anglais, gender fluid, que vous avez peut-être déjà entendu là, dans votre entourage. Et une petite dernière pour la route, le terme de bi-spirituel ou bi-spirit, two-spirit, je pense qu'on utilise un peu les deux termes, bien c'est quelque chose qui avait cours, si on veut, dans les communautés autochtones en Amérique du Nord, mais qui est réapproprié quand même par les individus non autochtones, qui est l'idée en quelque part qu'il y a un troisième genre qui existe, que tu es à la fois homme et femme. Donc, tu n'as pas un des deux, c'était considéré comme une richesse. Ce n'était pas l'idée que tu es un étrange, mais c'est simplement l'idée qu'il y a plusieurs genres qui existent et tu peux les condenser à l'intérieur de la même personne. Donc, par exemple, dans certaines nations, il y avait 4 genres. On pouvait être un homme masculin, une femme féminine, mais également un homme féminin et une femme masculine. Tu n'étais pas moins un ou l'autre. C'était simplement les deux à l'intérieur du même individu. D'où bi-spirituel. J'ai donc les deux spiritualités à l'intérieur de la même personne.
Pour ce qui est de l'orientation sexuelle, ben là, je pense que vous les connaissez peut-être davantage. Vous connaissez évidemment l'hétérosexualité. Hein, ça, je pense que je n'ai pas à faire une grande définition pour ça. Mais quand même, on peut parler d'hétéronormativité. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, comme la cis-normativité, l'hétéronormativité ici, c'est le fait qu'être hétérosexuel est considéré comme étant la norme, qui est même la seule orientation valide et légitime. Hein. L'hétéronormativité va également avoir tendance à effacer toutes les autres formes d'orientation sexuelle, les considérer comme étant, pendant longtemps du moins, des problèmes de santé mentale. On avait le DSM-3 qui classait l'homosexualité comme étant un problème de santé mentale. Et c'est également l'idée que ça, c'est la norme, ça, c'est la normalité, le reste, c'est un peu à côté. Hein, tandis qu'au lieu de voir, c'est beaucoup plus complexe, c'est tous sur le même pied d'égalité, c'est simplement des différences. Ici, c'est vraiment une hiérarchisation. Et on a vu l'hétéronormativité a eu beaucoup d'influence, par exemple, sur l'accès au mariage, qui était réservé uniquement à des personnes de sexe biologique différent, mais également l'accès, par exemple, à l'adoption ou, encore une fois, aux techniques de procréation, par exemple, assistées notamment, qui étaient uniquement, si on veut, financées pour les personnes hétérosexuels, qui étaient également cisgenres. Hein. Donc, on avait vraiment cette idée-là. Et vous n'avez sûrement pas besoin que je vous raconte que pendant la majorité de l'histoire de l'Occident, du moins depuis le Moyen Âge, on a un peu cette idée-là que si tu n'es pas hétérosexuel et cisgenre, tu vas être d'une part, tu ne le diras pas, tu vas le cacher, tu vas faire semblant d'être hétérosexuel et cisgenre, mais également, tu vas être évidemment pourchassé, victime de discrimination et victime même de sanctions légales qui peuvent être quand même particulièrement néfastes pour la santé des individus. Hein. Également, vous connaissez les lesbiennes et les gays, mais on pourrait dire homosexuels pour les deux, mais on a tendance à les distinguer les deux termes. Bisexuel qui est aujourd'hui considéré, puisque pendant longtemps ce n'était pas le cas, comme une orientation sexuelle légitime, qui a le droit d'exister, puis c'est pas quelqu'un qui ne s'est pas encore branché entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Donc, on voit un peu que ces termes-là, on voit que ça a énormément changé avec le temps. La sexualité également et la pansexualité. La sexualité, c'est une personne qui a très peu ou pas du tout de désir sexuel et que cette personne-là n'est pas pour autant considérée comme étant en déficit ou si on veut, ou étant une personne non conforme. Hein. C'est absolument légitime au même pied que les autres sur un pied d'égalité. Et enfin, pansexuel, c'est-à-dire les personnes qui peuvent, si on veut, absolument tomber en amour avec des personnes du même sexe ou de sexe opposé, donc on n'a pas de tendance à regarder le genre comme étant un facteur discriminant pour ce qui est de l'orientation sexuelle. Donc, c'est un peu cette idée-là que je vais vous présenter. Hein? C'est-à-dire qu'on a une cis-normativité. Il est normal d'avoir des hommes et des femmes. Et je l'ai perdu, et l'hétéronormativité n'est normale que les personnes hétérosexuelles qui ont longtemps et encore aujourd'hui, hein, je suis convaincu que vos oncles, vos tantes, vos grands-pères et vos grands-mères à Noël peuvent avoir des commentaires, j'imagine, relativement déplacés sur tout ce qui n'est pas cisgenre et également hétérosexuel. Donc, on voit un peu que ça foisonne. Pourquoi? Pas parce que ces gens-là sont bizarres et qu'aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Simplement que les cases, la catégorisation sociale, toujours quelque chose qui est toujours en train de s'adapter. Ça ne fonctionne pas pour couvrir l'entièreté des comportements des individus. Donc, par exemple, pour ce qui est de l'homosexualité, encore aujourd'hui, même si dans votre génération, peut-être qu'il y a des avancées, il faudrait vérifier, mais des fois, on a tendance à considérer que ça a beaucoup plus avancé que ce l'est en réalité. Mais encore de ma génération, beaucoup de personnes cachaient leur homosexualité. Moi, j'ai 2 frères. Les 2 frères sont homosexuels. Statistiquement, ça arrive, ces choses-là. Et mon beau-frère, pendant longtemps, par environ 12 ans, a fait semblant d'être homosexuel avec son entourage, vivait avec une femme et il n'était absolument pas intéressé aux femmes. Hein. C'est une espèce de pression sociale, du conformisme qui amène à l'idée « je dois agir conformément à mon entourage » et quelque part, peut-être que je ne suis pas normal, peut-être que... Mais
a vécu pendant longtemps dans un monde hétérosexuel en raison de l'hétéronormativité. Et mon autre beau-frère, lui, un peu la même chose. Il a eu 2 enfants avec une femme avant de vivre pleinement son homosexualité. Hein, donc, encore aujourd'hui, c'est pas vrai que c'est réglé, ces choses-là, c'est atteint, il n'y a plus de problème. On voit que les personnes, encore aujourd'hui, ont encore des freins, si on veut, que l'on pose pour pour vivre pleinement leur identité ou leur orientation sexuelle. Est-ce que c'est relativement clair pour cisnormativité, hétéronormativité et également pour essentialisme excusez-moi, je complètement oublié l'autre, essentialisme et constructivisme? Relativement clair? C'est good? Donc, petit tour d'horizon. Je sais que je vous présente ça, puis je sais que vous avez sûrement déjà eu des cours, des gens qui sont venus dans les écoles secondaires faire des présentations et tout ça, mais c'est jamais mauvais de faire un petit aide-mémoire pour ce qui est de ces différentes identités et orientations. Donc, retournons sur, voilà, excusez-moi, c'est un peu ce truc. Donc, maintenant, on va plonger directement dans la socialisation genrée. On va regarder que, malgré qu'on a vu le foisonnement des identités de genre, la majorité des parents continuent encore à ne voir que 2 seules catégories, la catégorie de la masculinité et de la féminité. On va voir un peu comment ça se construit et quels sont évidemment les impacts pour les individus de cette fameuse socialisation genrée. On l'a vu dans la socialisation, il y a 2 grands éléments qui font modifier la socialisation. La socialisation différenciée, on avait dit que c'était quelque chose qui est différent sur les individus. Il y avait la classe sociale, qu'on a un peu abordée avec la notion de l'habitus, et on va regarder le deuxième, le genre, avec la notion de la socialisation genrée. Il y a des choses qui sont absolument fascinantes que je vis moi-même parce que je vais être un papa. C'est-à-dire, je vais être un papa d'ici juin, à peu près début juin. Déjà, ma mère a commencé à acheter des vêtements pour mon futur bébé qui va être de sexe masculin. Après, ce qu'on va regarder dans ces genres, ça sera plus tard. Mais qu'est-ce que vous pensez que je reçois comme petit dessin sur les vêtements que ma mère me donne? Ce sont des petits camions, évidemment. J'ai déjà des jouets qui sont associés aux garçons. Cet enfant-là n'est même pas encore né. Voyez-vous, c'est quand même assez rigolo. Ça veut dire qu'il y a déjà tout un monde social, des attentes sociales qui attendent l'individu enfin, avant même qu'il naisse. Il est déjà dans une case, dans une catégorie, déjà très, très fabriqué avant même sa naissance. Eh bien, on a fait des tests qui sont quand même absolument intéressants. C'est-à-dire que les parents ont des attentes, des comportements qui sont complètement différents avec leur enfant en fonction du sexe biologique. On a fait des tests assez rigolos. On a demandé à des parents choisis au hasard, non des parents, des adultes, des personnes, c'est pas important, au hasard. On leur montrait un bébé, avec l'autorisation des parents, évidemment. Là. Et le bébé, on l'habillait en bleu. Pourquoi? Parce que le bleu est associé au petit garçon. Et on leur demandait de décrire le bébé. Le bébé avait seulement 24 heures. Donc, il n'a pas fait grand-chose encore pour être identifié dans une des cases possibles. Eh bien, on leur demandait un peu, peux-tu décrire un peu ce bébé-là? Et les parents en question disaient, il est grand, il est solide, il a vraiment des traits marqués. Également, quand on demandait, on faisait pleurer l'enfant, j'imagine qu'on lui pinçait une petite fesse, là, voilà, bonjour l'éthique. Eh bien, ils disaient, pourquoi est-ce que cet enfant-là pleure? Mais parce qu'il est fâché, il est en colère, bon, voilà, un peu l'idée. Et on prenait un bébé, excusez-moi, et on leur mettait, mettons, un petit robe rose, un petit couverte rose, si on veut. On demandait aux mêmes parents, peux-tu me décrire ce bébé-là? Mais elle est mignonne, elle est gentille, elle est douce, elle a des traits délicats. Et quand on faisait pleurer, l'enfant, il disait, c'est parce qu'il a peur, elle doit être épeurée un peu, elle doit être émotive et tout ça. Et qu'est-ce qu'on leur disait pas? Et c'est que l'étude est assez intéressante, c'est que c'était absolument le même bébé, qu'on avait tout simplement mis un drap de couleur différente. Donc, c'est un peu cette idée-là. Selon les catégories qu'on a intériorisées au cours de notre socialisation, on a tendance à projeter déjà des qualités, des comportements, des traits et même des rôles sociaux sur les individus, au-delà même de vraiment les connaître. Ils n'ont que 24 heures, si on veut, d'existence sur la planète. Donc, uniquement avec le fait de dire garçon ou fille, des attentes complètement différentes. Évidemment, il va y avoir plusieurs autres choses qui vont embarquer dans ce truc-là. Moi, déjà, les vêtements, j'en ai déjà un peu évoqué. Les chambres, déjà, quand on commence à faire des chambres d'enfants,
Ben, ils vont être particulièrement déjà genrés, c'est-à-dire qu'on attend un bébé dans un univers social dans lequel on a mis case féminine ou masculine. Moi, j'ai fait une chambre avec ma copine qui est également sociologue à l'UQAM, donc on essaie de faire attention à ces choses-là, qui est non genrée, justement. C'est blanc, il y a des petits picots de couleurs, de toutes les couleurs et tout ça. Il y a des picots roses et des picots bleus, c'est absolument pas important. Donc, mais quand même, la majorité des parents vont avoir une chambre rose ou une chambre bleue. Alors, des fois, quand ils sont bien progressistes, ils vont avoir une chambre jaune, hein, parce qu'ils disent, ben là, comme ça, au moins, c'est pas si pire. Mais on a quand même une majorité de parents qui vont attendre leur enfant, déjà avec un monde qui lui préexiste, hein, excusez-moi, et également avec les jouets qui vont suivre un peu plus tard. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de parents encore aujourd'hui qui n'achèteraient jamais de poupée à leur petit garçon. D'ailleurs, j'ai l'intention d'acheter une poupée à mon petit garçon. Si tu as le goût de jouer à la poupée, let's go, vas-y, il n'y a pas de problème. On sait également identité de genre, orientation sexuelle, c'est absolument pas lié, évidemment, ces choses-là. Mais quand même, on a l'idée que découvrir l'entièreté des possibles à un enfant, tandis qu'on a encore une fois, collectivement, je ne parle pas vous individuellement, tendance à les cantonner dans une ou l'autre des catégories sociales. Également, lorsque l'on questionne les parents, excusez-moi, on leur demande, toi ton garçon, toi ta petite fille, à quoi est-ce que vous vous attendez? Hein? Mais les garçons, les parents ont encore aujourd'hui tendance à considérer qu'ils vont être plus autonomes, plus inventifs, plus agressifs, plus actifs, hein, plus d'activité physique chez les petits garçons, tandis que pour les petites filles, ils s'attendent à ce que les personnes soient plus douces, plus délicates, plus tolérantes, plus sensibles. Mais on voit parce qu'ils ont des attentes, ils vont également renforcer ces comportements-là. Hein. Je fais appel à beaucoup de psychologie, donc de renforcement positif ou négatif de ces personnes-là en fonction de leurs attentes sociales. En gros, si une petite fille est très turbulente et agressive, on va davantage la pénaliser que si c'est un petit garçon qui a les mêmes comportements. Et évidemment, au bout de la ligne, au bout de la machine à saucisse, si vous me permettez l'expression, on va avoir des individus assez différents et qui vont dire, ben non, moi c'est parce que j'ai un pénis que j'agis ainsi. On voit un peu l'idée, l'importance de la socialisation. Également, excusez-moi, l'influence des parents, bien, évidemment, on voit que les enfants vont tendance à imiter leurs parents également, donc énormément important pour ce qui est de les fameuses tâches parentales. Hein. Si on est dans une famille plus traditionnelle et que c'est la mère qui fait les devoirs, qui fait le souper, qui fait la vaisselle, qui fait le ménage, le lavage, le repassage, l'enfant va s'identifier, hein, va identifier, dire ben, c'est les garçons ou ben, c'est les petites filles qui font ça. Donc, évidemment, ça a énormément d'influence sur comment est-ce que tu vas considérer qu'on doit se comporter en fonction de, ici, ton sexe biologique. Également, ben, je ne sais pas pour vous, mais c'est souvent, par exemple, en famille, c'est souvent le père qui va conduire la voiture également, hein, parce que je pense que les filles peuvent autant conduire et même mieux conduire si on se fie aux primes d'assurance moins élevées chez les femmes que chez les hommes. Les assureurs ne sont pas des socialistes de l'UQAM. Ils regardent les statistiques. Les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Donc, à ce moment-là, ben, peut-être que si vous êtes en famille, peut-être que c'est maman qui devrait conduire parce que c'est moins dangereux pour le reste du monde. Mais encore une fois, sinon, si tu vas toujours, c'est ton père qui conduit, ben, tu vas considérer que c'est normal, c'est le gars qui conduit. Mon père a toujours conduit en voiture. J'ai toujours le réflexe de moi-même toujours conduire la voiture quand je suis avec ma copine. Après ça, je m'invente des raisons pour dire « Oh, mais non, c'est parce que, tu sais, moi, j'aime plus ça qu'elle, puis qu'elle... » Pas ça l'idée, c'est comment un truc de renforcement et de modèle ici qui a été approprié au cours de mon enfance. Mais peut-être que justement, les hommes ont plus d'accidents parce qu'ils conduisent plus. Statistiquement, mais même là, même à heure comparable, on constate que les hommes vont avoir tendance à intérioriser cette image-là qu'il faut être un peu plus téméraire lors de la voiture parce que c'est plus masculin. C'est pas volontaire, hein, c'est davantage inconscient, mais il y a quand même absolument cette idée-là. Mais j'aime quand même, là, ici, la précaution méthodologique dont tu fais part. Également pour les jouets, également les jeux qu'on va faire jouer. Davantage les garçons, les parents vont encore avoir tendance à privilégier les jeux physiques et compétitifs chez les garçons, davantage les jeux de rôle et de coopération chez les petites filles. Également le fait de jouer les jeux qu'on va jouer, hein, les jeux de rôle qu'on fait quand on est petit, bien évidemment, ce sont porteurs de scénarios, ils sont très stéréotypés, ils ne sont pas anodins. Hein, jouer au père et à la mère et jouer sinon, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ça va avoir tendance à coloniser notre imaginaire et d'influencer énormément notre manière de nous comporter.
Je pense qu'ici, j'avais quelques images et voici quelques images. Eh bien, les images, évidemment, ben, c'est quand même assez intéressant. Les jouets, on dit, ben, ça, j'ai des jouets, il faut arrêter de capoter, tout ça. Là. Ben, si je vous dis, en gros, qui a eu la petite cuisinière de préparation ici de repas et tout ça quand ils étaient plus petites? Vous n'êtes pas des mauvaises personnes, vos parents ne seront pas des mauvaises personnes, c'est absolument pas l'idée. Mais est-ce que la plupart d'entre vous avaient ce type de jeu-là? Est-ce que vous aviez la petite balayeuse également avec les petites balles qui rebondissent quand on se promène dans la maison? C'est drôle que les garçons ont un jeu comparable, mais pour la balayeuse, c'est la tondeuse. C'est le même mot des jouets, mais on dit quand même. Hein? Donc, mais c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire, les jouets qu'on offre aux enfants, c'est des jouets qui, inconsciemment, vont les préparer à assumer le rôle socio-traditionnel qu'on considère être les leurs une fois devenus adultes. Hein? Si on donne des jouets essentiellement sans vouloir discriminer ou quoi que ce soit, c'est pas ça l'idée, mais des jouets associés à le rôle de ménagère et de s'occuper des enfants uniquement aux petites filles, une fois devenus adultes, nécessairement, ces individus-là vont comprendre que c'est normal de s'occuper de ces tâches-là, évidemment. Amélie. En fait, j'avais juste un petit fait cocasse à compter, là. Vas-y. Quand j'avais environ comme 3-4 ans à Noël, ma grand-mère m'avait acheté une belle poupée, puis elle était vraiment fière de son cadeau. Puis mon frère, lui, avait reçu une auto téléguidée. Ben finalement, j'ai piqué une crise, puis j'ai pleuré tous les larmes de mon corps parce que moi aussi, je voulais l'auto téléguidée, puis je voulais rien savoir de la poupée. Ma grand-mère était... Elle savait plus, là, elle comprenait rien. On voit justement une résistance. Mais finalement, comment ça s'est conclu? Est-ce que tu as pu emprunter la voiture ou tu avais toujours... Ah, ben j'imagine. J'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé OK. après, là, mais... Intéressant de voir, mais effectivement, on voit qu'il y a une réaction. Puis, c'est pas ces gens-là sont méchants. Ils ont été ta grand-mère. Elle a vécu dans un monde très genré et très binaire, si on veut, les garçons et les filles, donc les hommes et les femmes. Mais tu vois, la réaction de l'entourage, par exemple, hein, encore une fois, par exemple, moi, mon plus jeune frère, on est allé se faire garder à un moment donné chez Mme Daou. J'aimais pas Mme Daou, mais passons un peu de côté cette histoire-là. Ben, lui, il voulait jouer avec le petit ensemble là, de cuisine. C'est quand même cool, c'était de la vaisselle en plastique, tout quand même le fun. Puis il voulait jouer à ça, puis la gardienne a dit non, on ne joue pas à ça, puis il les ramené vers les camions. Hein, de cette manière-là, c'est pas agressif, c'est pas violent, mais on voit qu'on les ramène graduellement vers ce truc-là. J'avais vu une autre recherche que je trouvais intéressante d'ailleurs. Il y a un ensemble dans une salle d'attente, il y a plein de jeux disponibles. Encore une fois, très genrés, puis on les même séparés, genre d'un bord et de l'autre. Et les parents, on prenait des pères. C'est plus les pères qui ont tendance à faire ça que les mères. Donc, amènent les pères avec leurs enfants dans la salle d'attente, puis on les laisse jouer avec les enfants quelque part. Et on voit que spontanément, les pères amenaient leurs petits garçons à jouer avec les jeux de garçons, puis quand ils allaient jouer avec les jeux associés aux filles, ah ben là, ils ne chicanaient jamais. C'est jamais comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ah, check le camion, viens voir le camion, c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun. Et quand je jouais avec des jeux de filles, ben, pas de réaction ou sinon une espèce de petit inconfort intérieur. Hein? Donc, c'est plus de cette manière-là que va s'orienter les jouets possibles destinés à chacun des genres. Hein? Si on est vraiment dans l'idée juste qu'il y a masculin-féminin, une vision encore une fois binaire que plusieurs parents partagent encore, mais on voit que ça a une influence. Ça veut dire que si on joue à ces jeux-là une fois devenu adulte, bien, c'est ces aptitudes-là qu'on a développées tout au cours de notre existence. Et c'est cette normalité-là qu'on va également intérioriser. Hein. Il y avait d'autres petits exemples. Hein. D'ailleurs, c'est un peu moins pire, mais est-ce que vous jouez au Lego, les choses comme ça, quand vous étiez plus petite? Un petit peu, hein, quand même. C'était les Legos de votre grand frère, j'imagine? Ou c'était les vôtres? Ah non, c'est quand même cool. Mais on voit que ça change un petit peu. Moi, j'adorais jouer au Lego, mais dans ma génération à moi, il n'y avait pas de filles qui jouaient au Lego. C'était pas possible, sauf s'ils piquaient celui de leur grand frère. Mais éventuellement, puis j'ai 37, là, je ne suis pas si vieux que ça quand même. Ben, je ne suis pas si vieux que ça, il faut arrêter. Donc, j'ai quand même 20 ans de plus que... OK, c'est bon, on va arrêter la prise de conscience de mon vieillissement et de ma mort prochaine. Cette idée un peu que, ben, en peu de temps, on voit que ça change, ces choses-là, mais c'est sûr que les générations qui ont joué au Lego, au mécano, les petits garçons, ben oui, ils ont plus d'aptitudes spatiales, puis plus développées vers des cours en particulier, des métiers en particulier. C'est toujours ça qu'ils ont développé comme aptitude. Évidemment, ça a une influence. Si on regarde également les émissions, hein, ben, les émissions ne sont pas anodines non plus. Je prends le fameux exemple des Simpsons, que vous avez peut-être tous déjà vu au cours de votre enfance, j'imagine, hein, je pense quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus stéréotypé que la famille Simpson?
Bart, jeune garçon turbulent, pas bon à l'école. Lisa, jeune fille studieuse, super bonne à l'école, polie, gentille, qui veut changer le monde. Hein? Donc, on est vraiment très, très stéréotypé. On est exposé à ça quand on est petit. Et Marge et Homer. Marge reste à la maison, fait le ménage, lavage, repassage, la bouffe, ce qu'on peut imaginer. Homer, pendant ce temps-là, est assis avec une bière devant la télévision. Donc, évidemment, l'ensemble des émissions télévisées, des dessins animés qui ont l'air anodins, je ne veux pas que c'est le mal avec un grand M, c'est pas l'idée, mais ça a une influence sur la manière par laquelle on va intérioriser le genre. Et une fois devenu adulte, on va voir qu'il y a énormément d'influence également sur le type de métier qu'on va également choisir. Donc, ça a vraiment une influence absolument incontournable. Bien, évidemment, il y a aussi qui relaie les rôles associés aux hommes et aux femmes. Hein. Vous connaissez tous Marie Bros. Là, on va dans le cliché de tous les dessins animés quand on était petit et petite, quoique ça change un petit peu, mais pas tant que ça quand même. Hein. Mario Bros, c'est quoi le grand rôle ici du garçon? Aller à la quête, faire plein d'aventures pour aller libérer une princesse passive. Hein. Mais il y a eu énormément de Walt Disney, si on veut, qui était absolument consacré à cette idée-là. On a un peu le garçon qui, lui, fait un ensemble de quêtes, il fait de l'action, tandis que la femme, elle, est plus passive, attend d'être libérée par le garçon. Pendant des générations, ça a énormément une influence chez les individus qui ont été exposés à ce type d'émission-là. Évidemment, vous dites aussi qu'entre jouer à la Barbie et jouer au petit bonhomme G.I. Joe, il y a une différence de type de jeu également et d'attitude qu'on va développer. Excusez-moi, je devrais peut-être vous partager l'écran. À cet égard, parlons de Barbie. Hein? Pourquoi pas parler de Barbie? J'imagine qu'une bonne majorité d'entre vous ont déjà eu des Barbies une fois devenus, quand vous étiez jeune. Est-ce que ça s'ajoute encore dans votre génération? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu des Barbies jeunes? Pas tant que ça. Ah, pas tant que ça, OK. Ouais, genre moitié, même un petit peu moins que moitié-moitié. Mais moi, c'était le cadeau par excellence hein, des femmes de ma génération qui sont aujourd'hui les mères qui éduquent les enfants de demain. Hein. C'est comme les enfants de demain. Bref, les enfants d'aujourd'hui, hein, on va le formuler comme ça, c'est un peu plus de sens. Eh bien, excusez-moi, Barbie pose problème. Parlons de Barbie. Barbie pose problème, pas parce qu'elle est stéréotypée et tout ça, c'est absolument pas ça l'idée. Hein? C'est pas ça le problème. Barbie a un problème au point de vue de son corps, de Barbie. Vous savez qu'on a fait des études pour savoir pourquoi les gens vont au gym en fonction de leur sexe biologique. Et on se rend compte que les hommes veulent aller chercher de la musculature, tandis que les femmes majoritairement veulent affiner leur silhouette. Déjà, on va au gym, même activité, mais pas pour absolument les mêmes raisons. Les modèles esthétiques absolument inatteignables auxquels vous êtes aujourd'hui confrontés, si on veut, sur Instagram et tout ça, mais à l'époque, avec Barbie, on leur donnait des jouets qui étaient absolument, des modèles absolument inatteignables. Hein? Par exemple, je prends ici le fameux exemple de Barbie. Ici, on a une Barbie versus une états-unienne moyenne. On voit déjà, ça ne marche pas vraiment. Aujourd'hui, ils ont sorti, je pense, environ, j'ai oublié peut-être 6 ans environ, 6-7 ans, une Barbie ordinaire, en quelque part, qui a des mensurations d'un être humain normal. On voit quand même qu'il y a une bonne différence. Mais on a quand même confronté, en quelque part, des générations de jeunes petites filles depuis les années 50 à un modèle esthétique absolument inatteignable. Donc, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, ces mêmes individus-là, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à, si on veut, l'image corporelle chez les jeunes filles. On leur met un ensemble de modèles tout simplement inatteignables. Ici, j'ai quelques éléments d'information qui sont quand même assez rigolos ou à pleurer. Le cou de Barbie est trop mince. Elle ne peut pas soulever sa tête. C'est-à-dire son cou est trop mince, elle n'a pas assez de muscles dans le cou pour soulever le poids de sa propre tête. Ce qui peut poser problème, vous en convaincre. Également, ses poignets sont trop faibles. Elle ne peut pas soulever de lourdes charges. En gros, elle est condamnée à 5 kilos. Elle ne peut pas soulever plus de 5 kilos, ce qui est quand même un problème là, quand on veut sortir les poubelles, évidemment. Et enfin, et là, c'est là qui est assez rigolo, son ventre est plus petit son ventre est plus petit que sa tête. Là, regardez votre ventre, OK? Dites-vous, OK, ça chez Barbie, c'est plus petit
que la tête. Il y a quelque chose qui ne marche pas, ce qui fait en sorte que Barbie n'a la place dans son estomac que pour un seul rein. Ses organes ne rentrent pas tout au complet à l'intérieur. Elle n'a la place que pour un seul rein et quelques centimètres d'intestin, ce qui, évidemment, peut poser problème dans la vie de tous les jours. Donc, on voit un peu que ces jeux-là ne sont pas neutres, on voit qu'ils ont quand même une influence chez les générations auxquelles ont été exposés, les joueurs auxquels ont été exposés des générations d'individus. Barbie aujourd'hui peut faire plein de choses, c'est absolument génial, peut absolument plein de choses, peut être astronaute, mais elle est évidemment, inquiétez-vous pas, toujours maquillée, toujours avec les beaux cheveux lisses et évidemment toujours habillée en rose au cas où qu'on pense que c'est pas une fille. Hein, on est vraiment davantage ici, évidemment, dans le stéréotype. Pour les super-héros, c'est particulièrement affligeant, vous en conviendrez. Super-héros, qu'est-ce que vous remarquez chez les super-héroïnes que l'on voit, si on veut, dans les films, peut-être un peu moins dans les dernières années, mais du moins dans les bandes dessinées? Qu'est-ce qui vous marque chez ces héroïnes-là? Ben, elles sont toujours habillées sexy. Ouais, puis ça met quand même vraiment de l'emphase sur les seins, sur les fesses également. Hein, donc, super-héroïne davantage tournée vers la sexualité, mais également une absence notable d'armure. Hein, c'est-à-dire que les gars, eux autres, qui ont des grosses épaulières, des gros boucliers et tout ça, qui est absolument ici invisible chez les fameuses super-héroïnes. Hein, tu peux être badass, mais il faut quand même que tu aies un habillement sexy. Même chose pour les garçons, hein, auxquels sont exposés, eux, à un modèle de masculinité absolument inatteignable. Tu ne dois pas pleurer parce que pleurer, c'est fif. Tu dois avoir des gros muscles, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Voyez un peu l'idée. Hein? Donc, des deux côtés, on a, si on veut, des modèles qui sont absolument réalistes, dans lesquels on expose ces individus-là. Heureusement, les choses quand même changent quand même relativement depuis les 2 dernières générations à peu près. Mais évidemment, les choses ne seront absolument pas réglées, si on veut, dans la mesure où on ne doit pas généraliser sa propre existence à l'ensemble de la population de la société. Hein? C'est-à-dire qu'on n'est pas tous soumis au même modèle. Voilà pour ce qui était de ça. Également, bien, il y a quand même quelque chose de particulier dans la socialisation genrée, disons, plus traditionnelle. C'est l'idée que les sports, dans le fond, vont être énormément liés à la définition qu'on fait de la masculinité. Hein. Les sports, on va beaucoup mettre de l'avant, si on veut, la puissance physique, l'agressivité. Hein. Les batailles au hockey, c'est une bonne chose parce que ça permet de régler des problèmes. On voyait un peu l'idée. Et la fameuse masculinité dite virile. Et sachez que les femmes n'avaient pas le droit de participer aux premiers Jeux olympiques parce qu'on avait peur qu'elles se blessent et qu'elles n'étaient pas assez capables de le faire. Hein. D'ailleurs, petite histoire, pour le marathon de Boston, vous avez peut-être entendu le fameux marathon là, avant qu'il y ait des explosions à ce marathon-là, eh bien, les femmes n'avaient pas le droit d'y participer. La première femme à y participer, je crois, c'est en 1967, et elle s'est faite attaquer par les gens du public et des juges qui voulaient lui arracher son dossard pour ne pas qu'elle participe. Hein, donc, ça ne fait pas si longtemps que ça non plus. Mais dans leur jeu, dans les sports d'équipe, ils vont avoir davantage tendance à intérioriser l'idée que l'interaction sociale, c'est une question de compétition, de conflit, de relations hiérarchiques. Hein. On a souvent ça chez les groupes de petits garçons. Il y a le chef de gang à quelque part. Hein. Donc, il y a quand même énormément cet élément-là qui reste évidemment en vogue. Et chez les filles, davantage tendance, de manière très stéréotypée encore une fois, à regarder qu'il faut mettre de l'avant les relations cordiales, éviter les conflits, résoudre les différends par la négociation. Hein. Également, l'idée qu'il faut donner des conseils et de ne pas trop se promouvoir et se montrer autoritaire. Hein? Une femme autoritaire, ça fait peur énormément. Hein? Donc ça, c'est évidemment un problème quand il y a encore beaucoup d'hommes qui ont énormément de difficultés à avoir une femme comme patron. Hein? Pourquoi? Quand elle me donne des ordres, puis elle me crie après, il me semble que... Puis moi, j'ai ça même dans le département en sciences humaines. J'ai une de mes collègues, que j'adore beaucoup d'ailleurs, qui est très rentre-dedans, qui va au front et tout ça. Et la réaction de mes collègues, c'est « Hey, tabarouette, elle est assez intense, elle est agressive quand même, il me semble que... » tu sais. Puis un gars qui dirait les mêmes choses, ben quoi, c'est correct, je ne comprends pas. Donc, on a encore une fois là, une réaction complètement différente en fonction du genre des individus. Évidemment, ça, on est confronté à cet élément-là. Vous conviendrez que plus on va avancer, plus on va évidemment grandir, plus on va choisir les métiers, on va arriver évidemment à un rôle de responsabilité un peu plus tard. Il va avoir une énorme influence, évidemment, associée aussi avec le salaire. Donc,
On a cet élément-là ici qui est absolument incontournable. Et là où il faut retenir un peu l'idée, c'est qu'ici, je vous parle d'un peu plus tôt, mais j'ai quand même mis en filigrane entre les lignes qu'on parle de différence. C'est bien, on est différents. Il n'y a pas de mal à être différent, ce n'est pas ça l'idée. Mais on va aborder la notion de rapports sociaux de sexe qui soutient en fait que les hommes et les femmes ne sont pas simplement différents, la notion de genre, mais qui est également un rapport qui est hiérarchisé. Ça veut dire qu'il y en a un qui a plus de pouvoir à l'intérieur de notre société. Déjà, si on veut, on a encore tendance aujourd'hui à associer la sphère productive, le travail professionnel aux hommes et la sphère reproductive, le travail domestique aux femmes. Qu'est-ce qui est, selon vous, plus valorisé, une femme à la maison ou quelqu'un qui a un emploi rémunéré? Je pense que vous êtes tous d'accord que socialement, pas vous individuellement, mais socialement, on a tendance à considérer que ça a plus de valeur, même si le travail est absolument énorme pour les femmes qui restent à la maison. Également, un homme qui reste à la maison, c'est particulièrement mal vu, là, évidemment, dans ce niveau-là. Il y a également le fait qu'on associe aux travaux masculins, aux emplois masculins, une valeur supérieure aux travaux associés à la féminité. On voit que la majorité des métiers associés à la féminité sont systématiquement également moins rémunérés. Donc, on a également cette idée-là qu'un gars qui travaille en construction, c'est quand même plus important qu'une hygiéniste dentaire. Là, vous dites, ça n'a pas de sens, c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu dis? Regardez la fiche de salaire. Je vous rappelle que ceux qui sont en construction n'ont uniquement qu'un DEP comme éducation. Je sais quand même à le souligner. Les rôles parentaux également, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le plus souvent qu'autrement, c'est les mères qui vont mettre de côté leur carrière pour éduquer les enfants. C'est de plus en plus vrai. Plus ils ont d'enfants, plus ils ont tendance à rester à la maison, à faire du travail à temps partiel. Évidemment, ils sont moins rémunérés, ces individus-là. Ça peut, encore une fois, beaucoup plus poser problème lorsqu'il s'agit, dans les situations de divorce où vous avez uniquement un emploi à temps partiel, ce qui, évidemment, pose problème également sous la notion d'indépendance économique. Donc, on a un rapport, si on veut, qui fait en sorte qu'on a davantage tendance à considérer que ce qui est associé à la masculinité, c'est plus positif que ce qui est associé à la féminité. Évidemment, ça pose problème, évidemment. Également, vous savez qu'on ne médicalise pas et on ne contrôle pas énormément ma sexualité et ma reproduction, ce qui est quand même énormément le cas chez les femmes. Ça veut dire que même assez tôt, on va donner la pilule contraceptive, souvent sous l'idée que si tu commences à avoir des boutons, peut-être que tu pourras avoir la pilule contraceptive, ça peut aider un petit peu. On va énormément contrôler le corps, la reproduction chez les femmes et peu chez les hommes. Encore aujourd'hui, le contrôle de la reproduction, de la sexualité, revient davantage aux femmes qu'aux hommes. Donc, malheureusement, on commence cette idée-là. En gros, c'est votre job de vous arranger pour ne pas tomber enceinte. Les choses évoluent quand même, mais on a quand même énormément cet élément-là. Et en plus, s'il arrive un bébé, qu'est-ce qui se passe? Le garçon peut se pousser puis pas trop avoir de problème. Il a payé une pension alimentaire, mais s'occuper seul de 2 enfants, surtout en bas âge, vous doutez bien qu'au point de vue de la carrière, ça peut évidemment freiner ici l'ascension professionnelle. Donc, on a un peu ce problème-là, puis on va le regarder dans différentes sphères. Premièrement, si on considère par exemple par rapport au métier, il y a 2 éléments qu'on appelle le plafond de verre et le mur de verre. Mur de verre, c'est l'idée un peu qu'il n'y a rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez dans la vie. Il n'y a pas de loi qui vous empêche d'être mécanicienne, d'être pompière, il n'y a absolument rien qui vous empêche. Par contre, statistiquement, on se rend bien compte que le monde du travail est particulièrement genré. On a des métiers associés à la féminité et des métiers associés à la masculinité. Et c'est ce qu'on appelle justement le mur de verre. C'est-à-dire que les femmes ont davantage tendance que les hommes dans ce cas-ci, à être cantonnés, si on veut, dans des métiers qui sont majoritairement associés au monde de la santé, de l'éducation et des sciences sociales. Moi, j'enseigne en technique. J'enseigne en technique, évidemment, avec vous en hygiène dentaire. J'enseigne en technique de soins infirmiers et en soins d'éducation à l'enfance. Vous ne serez pas étonné que dans la majorité des cas, je n'ai uniquement ou pratiquement que des femmes dans chacun de ces métiers-là.
Donc, c'est l'idée de mur de verre, c'est-à-dire que par leur socialisation, les hommes et les femmes ont tendance à avoir des métiers assez stéréotypés. Et ce qui est embêtant quand on est une femme qui est dans un métier, si on veut, associé à la masculinité, imaginons la femme mécanicienne, par exemple, mais là, qu'est-ce qui est poche? C'est le cas de toutes les minorités, hein, si on veut, que ce soit sexuelles, de genre ou encore une fois ethniques. Ben, si tu as échoué à quelque part, mettons, si tu as fait une erreur en tant que mécanicienne, ben, ce n'est pas juste Julie qui a fait une erreur, c'est les femmes ne sont pas bonnes en mécanique, hein, ce qui est quand même particulièrement embêtant. Et moi, j'écoute un podcast d'un certain humoriste dont il faut taire le nom, hein, Mike Ward ici. Eh bien, dans son podcast, il y avait justement des femmes qui parlaient que il y avait un gars qui avait booké des filles pour faire un headliner en 45 minutes de show. Il y en a une qui s'est plantée, puis il a débooké toutes les autres filles parce qu'il s'est dit, les filles, c'est pas drôle. Elle ne s'est pas dit, Julie, elle s'est plantée. Ça a tendance à rejaillir sur l'ensemble des personnes de son genre. Donc, c'est la notion de mur de verre. Il n'y a rien qui nous empêche, mais on est en quelque part coincé dans certains métiers par notre socialisation. Donc, on est coincé des deux côtés, mais on est également coincé par en haut, ce qui est embêtant, c'est la notion de plafond de verre. C'est le fait que dans les structures hiérarchiques, les niveaux supérieurs sont assez rarement accessibles, hein, aux femmes en général, mais également aux individus issus des groupes ethno-culturels. Hein. Mais attardons-nous ici aux femmes. Les cadres supérieurs dans le secteur privé canadien, 25% uniquement sont des femmes. Également, elles ont tendance à être absolument absentes des postes de pouvoir, même dans les métiers traditionnellement féminins. En gros, dans un hôpital, les postes de direction, ce sont des hommes qui vont les avoir. Et même chose au cégep, hein, on dit, l'éducation, c'est quand même associé à la féminité. Hein, vous avez sûrement eu des profs, des femmes au primaire, j'imagine, à la maternelle. Au secondaire, peut-être un ou deux profs, hein, peut-être en éducation physique, mais il y a un petit peu de profs, un petit peu de garçons qui arrivent. En français, bon, j'ai un peu exagéré la note, là, mais un peu de profs en français, excuse-moi, au secondaire. Au cégep, quoi, vous êtes après quoi, moitié-moitié à peu près, dépendamment là, un peu des trucs, même si c'est vraiment des chasses gardées. Hein, je pense que la majorité des profs de philo, c'est tous des gars. La majorité des profs d'histoire, c'est tous des gars également. La majorité également des profs de sciences politiques, c'est quand même encore une fois des garçons, mais là, on essaie de faire des efforts là-dessus. Il y a quand même des disciplines qui c'est vraiment très genré. Sociaux, on est à peu près moitié-moitié, hein, même que je suis le seul gars, en gros, en sociologie. Donc, sciences sociales, comme je vous disais, le mur de verre, on est un peu là-dedans. Mais on voit que, même au cégep, que c'est moitié-moitié, tous les postes de direction, ce sont tous des messieurs. Hein, évidemment, tous des blancs, il ne faut pas déconner. Hein. On va revenir un peu sur le cours sur différenciation ethnique, un peu sur ces dimensions-là. Donc, on voit un peu que le mur de verre existe, c'est-à-dire qu'on est cantonné dans des métiers particuliers et que plafond de verre également, les postes de direction sont peu ou pas accessibles. Et pourquoi? Je vous ramène au rôle stéréotypé qu'on a par rapport aux hommes et aux femmes, que j'ai présenté plus tôt dans le cours. Mais si dans les représentations sociales, hein, la manière par laquelle on imagine la réalité des genres, bien, on a encore, excusez-moi, je vais un peu vite, hein, ces traits de caractère-là, dans l'esprit de plusieurs associés aux hommes et aux femmes, bien, nécessairement, on va avoir tendance à associer par stéréotype des rôles de pouvoir, de direction aux hommes. Ça va de soi, parce que dans les stéréotypes, on a des stéréotypes plus associés au poste de direction chez les hommes. Également, il y a un truc, c'est, bon, ça, je viens d'avoir un flash là, le syndrome de l'imposteur, qui est absolument incroyable chez les femmes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on constate, c'est que souvent, c'est quand on demande à des spécialistes d'intervenir, par exemple, dans la sphère publique, majoritairement, c'est pas tout le monde, mais majoritairement, les femmes vont dire, là, je ne suis pas assez qualifiée pour faire ça, mais je ne vais pas y aller, franchement, je ne vais pas appliquer sur le poste, je n'ai pas les compétences. Tandis que les hommes se posent beaucoup moins la question, si on veut. Donc, nécessairement, ça va avoir énormément d'influence également sur la représentation des femmes dans le monde de la direction. Excusez-moi, je ne veux pas vous faire une crise d'épilepsie, je vais un peu vite. Donc, plafond de verre et mur de verre également, c'est un résultat de la socialisation. On peut le regarder par rapport à l'éducation, par exemple, hein, enseignement professionnel et secondaire. Plus de 90% des étudiants sont des garçons en électrotechnique, en mécanique et en transport, très d'ailleurs rémunérés comme emploi.
pour des raisons historiques, mais également syndicales. Et voilà, et qu'on a tendance à associer une plus grande valeur à ce type de métier-là. Et majorité des filles, je parle des DEP ici, dans tout ce qui est secrétariat, comptabilité, santé, le monde textile et de la mode également. Vous savez quand même que secrétaire, adjointe administrative, on devrait dire, mais c'est secrétariat, est quand même beaucoup moins rémunéré que quelqu'un qui conduit des gros camions. Donc, on a encore une fois ici, malheureusement, par le choix du métier en raison de la socialisation, on voit qu'il y a évidemment un effet sur le salaire. Au collégial, majoritairement, encore une fois, les hommes en sciences dites de la nature. Encore plus vrai pour ce qui est chimie, physique et tout ça. Un peu en bio, on a un peu de filles, mais à l'université, c'est encore plus vrai. Donc, toutes ces filières-là deviennent très, très masculines. Pensez par exemple à ingénieurs. L'écrasante majorité des ingénieurs sont des garçons. Et au préuniversitaire, excusez-moi, en sciences humaines, c'est, encore une fois ici, majoritairement des filles. Dans le monde technique, les hommes majoritaires dans les techniques physiques et les filles majoritaires dans les techniques humaines et de santé. Vous êtes un peu la démonstration de ce phénomène-là, même si vous n'avez pas dit, je vais être une fille, fait que je vais aller en hygiène consolidée, vous n'avez pas eu cette réflexion-là, mais le monde des possibles, si on veut, est limité en fonction de notre genre. Au point de vue universitaire, les hommes représentent les 2/3 des effectifs en sciences appliquées et en sciences de la santé, elles composent plus de 70 % des effectifs. Ici, les femmes, j'aurais dû le préciser. Donc, on a vraiment quelque chose de très distingué, vraiment le mur de verre, vraiment, qui va dépendre en fonction du genre. On a donc des métiers qui sont particulièrement genrés. Encore une fois, il se dit, c'est pas grave, c'est une différence. C'est pas très grave, mais on voit quand même que ça vraiment un impact sur les salaires et également sur le pouvoir politique qui va en ressortir. Par exemple, l'égalité, on parle de l'égalité salariale. C'est arrivé, ça, il faut en parler. Pas plus loin qu'il faut quand même en discuter. L'égalité entre les hommes et les femmes a reculé en 2017. Là, j'aurais dû mettre à jour mon truc parce qu'avec la COVID, c'est davantage les métiers féminins qui ont été touchés pour des raisons structurelles. Donc, davantage les femmes qui ont été touchées par la COVID et qui ont dû également rester à la maison pour s'occuper des enfants. Parce que ce n'est pas parce que les deux télétravaillent que les deux s'occupent également des enfants. Il faut quand même voir que statistiquement, davantage les femmes qui vont s'occuper des enfants, même si les deux sont à la maison pour théoriquement s'en occuper. Mais c'est plus naturel pour elles de s'en occuper. Voilà, petite blague ici. À ce rythme, l'égalité salariale sera atteinte en 2234. Donc, soyez patientes. On n'a que 210 ans à attendre. Là. Ça s'en vient, l'égalité salariale. Les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois qui sont moins rémunérateurs, c'est-à-dire moins de 20 $ de l'heure. La majorité des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, surtout parce qu'ils doivent s'occuper des enfants, évidemment, et sont les aidantes naturelles. Et également, le nombre d'enfants dans la famille augmente le taux de temps partiel chez les femmes. Si je vous dis aidant naturel, qui va, mettons, vous amener chez le médecin, dans les cliniques, ou encore une fois, va s'occuper de grand-papa, de grand-maman quand ça ne va pas bien? Souvent, c'est majoritairement les femmes. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même majoritairement les femmes. Évidemment, ça a une influence sur notre temps disponible, à quelque part. Et par exemple, c'est assez drôle dans ma famille, c'est même ma mère qui s'occupait de mes grands-parents paternels. Tu dis, là, c'est comme mon père, pourquoi tu t'en occupes pas? C'est tes parents, tu sais. Mais c'est spontanément, c'est plus fort qu'elle d'aller s'en occuper. Vous voyez un peu le discours. Excusez-moi. Si on va statistiquement en termes de taux horaire, si je prends toutes les femmes et toutes les hommes de la société, on se rend compte que les femmes gagnent en moyenne 87 sous pour chaque dollar gagné par les hommes dans notre société. Et si je considère, si je mets également l'emploi à temps partiel, parce que la majorité des femmes sont des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, on pourrait voir justement qu'ils gagnent environ 74 sous pour chaque dollar gagné par les hommes en général. Là, on se dit, c'est pas vrai, parce que c'est un problème d'éducation. Ils n'ont pas voulu à l'école, ils ont eu des enfants trop tôt, c'est de leur faute. Si on regarde, et les statistiques également pour ceux qui ont un diplôme, on se rend compte que 41 % des femmes qui n'ont pas terminé le secondaire gagnent moins de 20 000 versus 25 % seulement des hommes. En gros, si tu ne termines pas ton secondaire, là,
41% des femmes gagnent moins de 20 000, seulement 25% des hommes. Donc, on voit que le métier est beaucoup plus rémunéré chez les métiers masculins, même s'il n'y a pas d'éducation. Pour ce qui est du baccalauréat, ceux qui ont un bac, hein, si je prends juste ceux qui gagnent 80 000 et plus, j'ai 29,6% de femmes et 54,3% d'hommes. Donc, même si je considère le métier, le diplôme, on voit qu'il y a évidemment des différences. Hein. Il y a un coût économique au mur et au plafond de verre. Donc, j'ai ici le salaire moyen entre hommes et femmes hein, depuis 2006 et 2016, les dernières statistiques qu'on a avec le recensement. Vous voyez que, oui, le salaire des femmes a augmenté, mais la distance entre les deux reste à peu près toujours la même depuis 2006. Si on s'intéresse, par exemple, à la notion de privilège que j'ai déjà un peu évoquée, c'est cette idée-là au lieu de regarder le fait qu'il y a des gens qui ont plus d'obstacles, plus de difficultés à quelque part, puis qu'on finit par les surresponsabiliser par rapport à ce qu'elles vivent, des théories féministes ont développé l'idée de privilège. Peut-être regarder que ce n'est pas que des gens en ont moins, c'est que des gens en ont plus. Hein, ça a l'air bête, mais en renversant à quelque part le fardeau, hein, ça d'ailleurs, les hommes blancs fâchés, les white angry men, ça les fâche beaucoup quand tu leur parles de privilège. Là. C'est cette idée-là que, on a, en tant qu'homme blanc hétérosexuel, dans mon cas, j'ai beaucoup de privilèges par rapport au fait que, par exemple, si je prends par rapport à mes frères, je n'ai jamais à vivre des insultes et la discrimination homophobe, par exemple. Je ne suis jamais victime de racisme, je ne suis jamais victime de racisme. Ce n'est pas l'idée que je suis meilleur que les autres. J'ai énormément moins d'obstacles dans ma vie quotidienne. Hein? Donc, par exemple, en tant qu'homme, moi, le féminisme, je pourrais faire comme si ça n'existe pas, puis de ne jamais faire de lutte pour le droit des femmes, parce que ça ne me touche pas, hein, quelque part. Je le fais quand même, c'est pas l'idée, là. Ça me touche par la bande, évidemment, mais à quelque part, ça ne pose pas de problème. Également, je ne vis jamais dans la crainte de toute forme d'harcèlement ou de violence sexuelle. Hein, les dragues, les propositions sexuelles qu'on peut vivre, si on veut, dans l'espace public. Hein, moi, ma copine, quand elle se promène, un peu moins parce qu'elle est plus âgée, c'est ça qui est absolument dégueulasse, là, mais quand elle était plus jeune, elle se prenait dans les rues de Montréal, dans le métro, puis il y avait des gars un peu louches. Ah, fais-moi donc un sourire, souris-moi donc. C'est pas genre des choses, des agresseurs cachés qui vont attaquer. Hein, c'est plus insidieux, c'est plus agaçant, si on veut, à quelque part que ça. Donc, jamais vivre ce genre de choses-là. Également, mes compétences intellectuelles ou physiques, moi, ne sont jamais remis en question en fonction de mon sexe, dans ce cas-là. Donc, évidemment, encore une fois, ici, une forme de privilège. Quand je réagis fortement dans une situation, on ne me dit jamais, on ne le dit plus d'ailleurs aujourd'hui, heureusement, je pense beaucoup moins, là, que elle doit être SPM. Hein, donc, je ne suis jamais discrédité dans mes réactions non plus. Et de même, j'ai une liberté totale de déplacement. Je ne dois jamais réfléchir à comment je vais me déplacer dans l'espace public, hein, parce que je ne suis pas victime pour absolument rien. Et je me remets en question, mettons, l'idée que, par exemple, si je ne veux pas d'enfant, pour un gars, c'est normal. Pour une femme, on va dire, ça va venir. Tu n'as pas compris. Ça va arriver un moment donné. Hein. Moi, ma blonde, elle se faisait dire à Noël, c'est quand pour les enfants? Ça s'en vient quand? Ça s'en vient quand? Et tout ça. Moi, on ne m'a absolument jamais posé la question. Camille? Oui, mais en fait, c'est plus un fun fact, pas trop le fun, mais que quelqu'un m'a déjà dit, puis que maintenant je vois juste ça. C'est quand tu vas voir un article sur une agression sexuelle ou quelque chose comme ça va être écrit « Une femme a été agressée, une femme a été violée », mais tu ne vas jamais lire « Un homme a agressé quelqu'un, un homme a fait telle affaire ». C'est tout le temps la femme, la victime. C'est comme si on sortait l'homme du problème, puis on met l'emphase sur la victime, mais on ne parle pas du fait qu'à quelque part, il y a eu un agresseur. Tu as absolument raison, hein? Puis c'est ça qui est quand même particulièrement embêtant. Puis même qu'il y a environ une quinzaine d'années, les juges demandaient encore aux femmes comment elles étaient habillées lors de leur agression. Et ce qui me fait le lien vers la fameuse tenue vestimentaire. Hein? Vous sortez du secondaire il n'y a pas si longtemps, il y avait des codes vestimentaires, que je trouve absolument rigolo. Mais encore une fois, c'est quoi l'argument à quelque part? L'argument sous-jacent au code vestimentaire, c'est que les filles ne doivent pas distraire les garçons. Hein? Il y a une irrépressibilité du désir masculin. À quelque part, c'est de votre faute. Hein, si, là, je ne crois pas ce que je dis, là, c'est le discours. C'est de votre faute, à quelque part, si vous vivez les situations qui peuvent vous arriver. Vous savez que pour les garçons, il n'y a pas de guide vraiment vestimentaire.
Hein, il n'y a pas vraiment de choses, je n'ai pas vraiment rien vu, sauf qu'il faut mettre un chandail à l'intérieur, mais on peut se mettre en bedaine dans n'importe quel espace public, il n'y a absolument aucun problème. Et pour les filles, c'est particulièrement codifié. Hein. Vous êtes quand même la génération de c'est quoi déjà, la saga de la bretelle spaghetti. C'est comme, come on, la bretelle spaghetti. Parce que moi, ça me faisait bien rire quand je voyais ça. Mais on ne va jamais dire, c'est à cause des femmes. Non, on va dire, c'est une question de décence, de respect. Donc, à quelque part, les femmes doivent toujours, à quelque part, cacher leur corps. Mais cacher leur corps pour qui? Ben, c'est pour les garçons. Hein? Puis tu te dis, ben là, c'est peut-être que je reviens pour ça, ton note so funny fact que ça sur les agressions. Mais c'est un peu cette idée-là. Mais à quelque part, c'est la femme à se gérer. Peut-être qu'on devrait peut-être éduquer le garçon. Hey, laisse-la donc tranquille. Tu n'es pas obligé de regarder t'es pas obligé de regarder ses seins parce qu'elle porte un décolleté. Tu peux peut-être te gérer toi-même puis de te calmer à quelque part. Hein? Donc, on a un peu ce truc-là assez particulier. Également, tout ce qui est dans les parcs, moi, j'ai remarqué qu'il faisait chaud l'été, parce que je suis très, très observateur. Eh bien, les garçons, aux autres, c'est pas compliqué. On peut se mettre en speedo dans un parc, puis il n'y a personne qui va nous dire quoi que ce soit. Hein? On va dire, oh, c'est un peu louche ton speedo, là, mais à la limite, ça va absolument passer. Et pour les femmes, encore une fois, beaucoup plus compliqué, encore une fois, à gérer ce type de choses-là. C'est pour ça que quand j'étais en Thaïlande avec ma copine, je n'étais pas tout seul. Okay? Parce que ça fait toujours louche quand je suis allé tout seul en Thaïlande. Ouais. J'étais avec ma copine en Thaïlande, puis j'étais solidaire avec elle, parce que c'était même, le bikini, c'est très mal vu là-bas. Là. Fait que j'ai gardé mon chandail tout le long, même s'il faisait chaud, en raison, pour être solidaire avec ma copine qui trouvait qu'il faisait quand même pas mal chaud. On est allé l'été parce qu'on n'a absolument aucun bon sens dans nos choix de date. Aide-mémoire, il fait à peu près 40 cucs sans l'humidité en Thaïlande l'été. Allez-y, l'hiver, c'est plus sympathique. Donc, c'est ce truc-là, hein, un peu sur la tenue vestimentaire, qui, évidemment, pose problème. Moi, dans le transport en commun, je me fais assez rarement agresser dans les transports en commun. Et même également, il y a un truc qu'on appelle le manspreading. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression de manspreading. C'est l'idée que les gars vont s'évacher comme des malades. Je ne parle pas du mansplaining, hein. Je parle de s'évacher comme des malades dans les transports en commun. Ce n'est pas tous les garçons qui le font, c'est absolument pas ça l'idée, mais il y a une tendance à, puis qu'est-ce qu'on voit, la scène qu'on voit souvent, c'est le gars, il est bien effoiré, puis la fille est comme les jambes collées, tout ça, qui essaie de prendre le moins d'espace possible, parce qu'il n'y a plus de place, maudit, là, c'est un deux places. Donc, encore une fois, phénomène ici qui est quand même sur la possibilité d'habiter l'espace public, hein, qui est beaucoup moins généreux, si vous me permettez l'expression, pour les femmes versus les hommes. Donc, notion ici de privilège masculin. Donc, je vais revenir sur le diapo. Hein. Les femmes en général sont 2 fois plus harcelées que les hommes dans les transports en commun et dans l'espace public en général. Et c'est assez dommage parce que je lisais des études sur le sujet. Et qu'est-ce que font les femmes lorsqu'elles ont vécu trop de formes de harcèlement et même des mini-formes d'agression? Elles ne vont plus dans l'espace public. Donc, elles auront tendance à se confiner par elles-mêmes, à quelque part, ce qui est quand même, encore une fois, absolument dommage. Doivent également réfléchir plus souvent qu'autrement à leur trajet et à l'heure de retour à la maison, surtout dans les grandes métropoles également. Donc, l'espace public n'est pas particulièrement toujours invitant non plus. Et on doit également souvent conjuguer entre je ne dois pas être trop sexy, mais je ne dois pas non plus avoir l'air absolument pas trop sexy. Sinon, l'espèce de la ligne est relativement fine entre ce qui est, si on veut, afin de correspondre à ce qui est attendu de la part, si on veut, d'une forme de féminité. Alors donc, encore une fois, ici, pose problème. Et voilà. Et la fameuse notion de charge mentale pour terminer. Hein. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale? Et là, pour ceux qui ont des chums, ou est-ce que vous vivez, vous êtes un peu jeune quand même, hein, je pense à un jeune d'entre vous. Est-ce qu'il y en a qui vivent en appartement parmi vous avec leur chum? Oui, un peu. Okay. Pour ce qui est des tâches à faire à la maison, j'imagine que c'est absolument égalitaire, puis qu'il n'y a pas de problème, puis que voilà, on repassera. Donc, voici la notion de charge mentale. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Eh bien, c'est assez intéressant comme concept. C'est cette idée-là de charge cognitive, invisible, mais également souvent concrète, que représente l'idée d'organiser tout ce qui a lieu dans la sphère domestique. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il y a des enfants.
on voit que de manière volontaire ou pas, les garçons ont tendance à se mettre en titre d'exécutant. En gros, Amélie, si tu me dis de sortir les poubelles, je vais le faire, mais je ne vais pas sortir les poubelles par moi-même. Camille, si tu me dis de faire la vaisselle, je vais le faire, mais je ne vais pas spontanément le faire. Donc, c'est un peu cette idée-là. Hein? Quand ils acceptent d'être exécutants, évidemment, des fois, ils n'acceptent pas du tout même d'exécutants, là. Mais c'est un peu cette idée-là d'avoir à toujours gérer l'espèce d'image qu'on avait autrefois de la germaine. Mais la germaine n'est pas volontaire. C'est ça le problème. C'est qu'elle n'a pas le choix parce que sinon, les choses ne se font pas. C'est quand même particulièrement embêtant. Donc, c'est cette idée-là, d'une part, de faire les tâches, mais également d'organiser les tâches, d'organiser les achats. Hein? Moi, quelque chose que je n'ai jamais acheté dans ma vie, c'est des élastiques et des bâtons à barbecue. J'ai aucune idée comment c'est, des Q-tips. Jamais aucune idée comment c'est arrivé chez nous. Je sais qu'ils sont là. Pourquoi? Parce que ma copine les a achetés. Hein? Et on a toujours également cette idée-là de ben, je vais l'aider à. Tu sais, ma blonde, moi, je vais l'aider à élever les enfants. Comme ça, tu vas l'aider à élever les enfants, à éduquer les enfants, ou tu vas l'aider à faire la vaisselle, tu vas l'aider à faire le lavage. C'est autant ta tâche que la mienne. Il n'y a pas de sexe du lavage, il n'y a pas de sexe du lave-vaisselle. Mais malgré tout, on voit un peu cette idée-là que même ceux qui disent je participe aux tâches domestiques, j'aide ma blonde à le faire. Bien, il est là le problème. C'est que tu ne devrais pas être un exécutant qui aide l'autre personne qui organise les tâches. Tu devrais, toi aussi, prendre ton bout et de faire la tâche, évidemment, à deux. Donc, charge mentale va un peu plus loin que seulement juste les tâches domestiques, mais c'est également l'organisation de la famille au sens large. Par exemple, surtout quand ils ont des enfants, c'est prévoir l'inscription aux activités des enfants, s'assurer que les enfants aient leur vaccin, les rendez-vous, les achats dits ordinaires, obscurs et sans gloire, si vous me permettez l'expression, ça veut dire le savon, le dentifrice, les cure-dents, le papier, l'aluminium, tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi également s'occuper des relations sociales. Le plus souvent, c'est à l'intérieur d'un couple, c'est la femme qui va s'occuper d'écrire les messages de bonne fête et tout ça à la famille, de s'occuper de faire les invitations, d'organiser les événements familiaux, mais également de s'arranger en général pour fluidifier les relations sociales. Par exemple, hey, n'oublie pas d'écrire à ta mère, c'est sa fête aujourd'hui et tout ça. Donc, c'est cette notion-là de charge mentale, c'est-à-dire tout ce poids invisible qui existe, qui relève essentiellement des femmes à l'intérieur du ménage. Hein. Et donc, c'est un poids supplémentaire parce qu'en plus, bien souvent, elles doivent également être des employés à temps partiel lorsqu'ils ont plusieurs enfants. Pourquoi? Parce que, spontanément, on dit, là, on a 3 enfants, on n'arrive pas vraiment à tout ça. La garderie, à la limite, ça coûte cher. Qui entre nous deux va lâcher sa job? Là, le garçon fait comme un gros sourire comme genre, ça sera pas moi, je dis rien, ça va passer. Mais évidemment, dans ce cas-ci, c'est majoritairement les femmes qui vont quitter leur emploi, du moins à temps plein, et indépendamment du salaire. C'est ça qui est important de souligner. Hein? Même si le salaire peut jouer dans certains cas. Pourquoi? Argument essentialiste, c'est dans la nature des femmes de s'occuper de la maison et de s'occuper de l'éducation des enfants. Évidemment, ça a un énorme poids sur l'indépendance économique de ces personnes-là. Donc, on voit un peu qu'on parlait juste de l'idée socialisation genrée, on est différents. On voit un peu tous les effets que ça a, arrêtez de faire les effets dans ce sens-là, que ça a sur les individus une fois devenus adultes, sur le choix de métier, le choix d'éducation, mais également sur la relation à l'intérieur de la maison, sur qui s'occupe de quoi à l'intérieur de la maison. Donc, l'idée de, moi, j'avais des trucs absolument hallucinants. Hein? Je faisais des recherches sur les personnes âgées. J'ai eu beaucoup de cas, dans le fond, où un couple de personnes âgées vendait leur maison, allaient vivre en condo ou en résidence de personnes âgées. Puis la personne me disait, écoute, pour la répartition des tâches, moi, je m'occupais de tout ce qui était extérieur avant. Puis là, évidemment, là, l'extérieur, on n'en a plus, tu sais. Je fais, OK, est-ce qu'il y a eu une répartition, une redistribution des... Non. À ce moment-là, c'est là qu'on posait un peu le truc dans l'article que j'avais écrit à l'époque, c'est que, est-ce que ça existe la retraite chez les femmes? Parce que tout le long, pour cette génération-là, votre génération, peut-être que ça va être différent, mais pour cette génération-là, c'était l'idée que même quand je vais être rendu en foyer de résidence pour personnes âgées, toutes les tâches intérieures, elles vont demeurer. Celles d'extérieur n'existent pas. On se retrouve dans une résidence de personnes âgées. Tes jobs à toi ont disparu.
Fait que tu n'en fais plus, tu écoutes la TV, puis tout ça, puis tu fais pas mal. Tandis que la femme va continuer à faire le lavage, le repassage, le ménage, la vaisselle. Vous voyez, un peu, regardez un peu, je ne sais pas comment s'organise chez vos grands-parents quand vous allez, par exemple, à Noël. Qui va faire la bouffe, qui va desservir la table, qui a fait le grand ménage avant de recevoir les invités, qui a invité les individus. Donc, toute cette charge-là, à quelque part, souvent, c'est les femmes plutôt que les hommes. Si je peux dire quelque chose, Oui, vas-y. Elsa, oui. mon grand-père, il sait juste faire un œuf. Exact. C'est un peu embêtant. Et surtout, la chose la plus insultante, c'est que si, là c'est moi qui m'énerve un peu, mais si on attribue le rôle, si on veut, de cuisinière d'office aux femmes, les grands chefs sont majoritairement des hommes. C'est un petit peu insultant, la notion de plafond de verre, c'est ça également. Mais dans la majorité des familles, c'est également les hommes qui vont faire le repas prestigieux du vendredi, du samedi soir. Le repas qui est le fun à faire, qui est long, mais la petite sandwich plate ou le repas de pâtes triste du mardi soir, majoritairement, ce sont, encore une fois, ici, les femmes qui vont le faire. Donc, encore une fois, ici, quelque chose de relativement embêtant. Et j'aimerais vous montrer juste un dernier petit graphique avant de terminer ce cours. C'est la satisfaction de la répartition des tâches domestiques. En 2005, la tendance est absolument la même, j'ai revérifié. Selon le nombre d'enfants, excusez-moi, et selon le sexe. En gros, on a demandé aux gens, peux-tu mettre de 0 à 10 à quel point tu es satisfaite de la répartition des tâches à l'intérieur de ton couple? Puis on a demandé ça à des gens qui n'ont pas d'enfants, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et plus. Après, on a distingué hommes et femmes. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quelqu'un n'a pas d'enfant, mais de 0 à 7, ça veut dire plus ou moins satisfait, si on veut. C'est dit de satisfaction. 0 à 7, il y a plus ou moins satisfait 18 des hommes qui n'ont pas d'enfants, mais quand même 37 des hommes sont le top de la satisfaction. Les autres sont vraiment satisfaits de la distribution des tâches. Tandis que c'est 25 chez les femmes. Donc, en gros, c'est un petit problème. Il y a quelque part comme la même réalité qui n'est pas vécue de la même manière de part et d'autre. Et là, on voit que le taux d'insatisfaction, qui est le bleu, ici, que vous voyez la ligne bleue, eh bien, plus les enfants augmentent à l'intérieur de la maison, on voit que le taux d'insatisfaction et de satisfaction, en gros, les stats, ne change pas beaucoup chez l'homme. En gros, puis ça, c'est quand même pas normal, quelque part. Il faut avoir pas mal plus de jobs. Donc, ne varie pas beaucoup chez les hommes. Et on voit que chez les femmes, le taux d'insatisfaction augmente énormément avec l'arrivée des enfants. Le bleu étant le taux de 0 à 7 de satisfaction. Donc, les insatisfaits sont dans la case bleue. Ce qu'on voit un peu à travers ce type de graphique-là, qui est un exemple parmi d'autres, c'est de voir quelque part que plus il y a d'enfants, plus le poids additionnel s'ajoute sur le dos des femmes à l'intérieur du ménage. Et également, il y a un truc qui est assez vicieux, si on veut, pour la distribution à l'intérieur du couple. C'est-à-dire que ma copine qui fait son étude en ce moment sur la conjugalité chez les jeunes adultes, c'est quoi être en couple, c'est quoi l'engagement, bref, mais c'est aussi la distribution des tâches à l'intérieur du ménage. Bon, ils faisaient des articles, puis que c'est en gros que les hommes qui ont les couples, donc, les hommes qui ont des enfants, lorsqu'ils donnent le biberon, ils ont une tendance à surestimer les tâches qu'ils font pour l'aide du bébé. C'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire, c'est comme si le fait que, juste quand ils donnent le biberon, pour eux, c'est quelque chose de vraiment absolument gros. Puis on a un peu ça avec les familles monoparentales qui est absolument embêtant. Quand c'est les femmes qui s'occupent de leur enfant de manière ordinaire, si on veut, et correcte, ça veut dire que tu fais la job de parent quelque part, mais ils ne reçoivent pas de félicitations. Ben oui, c'est ça. Tu es une mère, tu fais ta job de mère, laisse-nous tranquille. Mais quand un père fait des tâches, si on veut, d'éducation des enfants, comme changer les couches, moi j'ai très hâte d'ailleurs à ce moment-là, quand je vais dire à mes amis que, pas mes amis gars qui ont fait des DEP que les autres font comme, tu t'es fait envoyer, tout ça, mais mes autres amis, là, quand je vais leur dire, moi, tu sais, je change les couches, tout ça, je vais recevoir des tonnes de félicitations, ce qui me rend évidemment particulièrement heureux. Donc, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire les mêmes tâches, si on veut, les parents, ça se fait à deux. On voit que le poids est davantage sur les épaules des femmes plutôt que les hommes et les félicitations reviennent davantage aux hommes plutôt qu'aux femmes. Parce que ça va de soi que les femmes le fassent et les hommes, c'est particulièrement exceptionnel. Donc, c'est un peu ça ici qui est quand même